Nous sommes en entreprise ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans la discussion du jour. Quand je dis que nous sommes en entreprise, c'est pour parler d'une pratique dans les entreprises à laquelle les employés adhèrent. Alors, il s'agit de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que la culture d'entreprise? Comment y adhérer? Quels sont les facteurs qui favorisent cette adhésion? Les conditions donc mises en place pour que les employés et employeurs soient en phase pour faire grandir donc l'entreprise. C'est un peu le cœur du débat de ce jour, mesdames et messieurs, et voici mes invités. Alors, vous aurez des têtes auxquelles vous êtes quelque peu habitués, puisque je suis avec Aurore Dossouyovo. Elle est formatrice en entrepreneuriat. Elle a également fait des études en ressources humaines. Bonjour, Madame Dossouyovo. Oui, bonjour, Madame Toubla. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Je suis ici avec Monsieur Nakwan Gibran, que vous avez connu la dernière fois. Il est là, gestionnaire de ressources humaines. Bonjour. Bonjour, Madame. Ça va ce matin? Ça va très bien. D'accord. Et enfin, Habib Prodono, qui est recruteur spécialiste en management des organisations. Bonjour. Bonjour, Madame Touboula. Ça va chez vous aussi? Très bien. Je vous l'avais dit, nous sommes en entreprise, donc j'ai convié des gens qui aident les entreprises à grandir ce matin pour parler de ce sujet très intéressant pour vous faire comprendre davantage ce que c'est que la culture. Peut-être vous qui en entendez parler, qui ne savez pas ce que c'est concrètement, comment faire pour donc partager, eh bien, c'est le moment pour vous d'être très attentifs. Alors, je vais poser la première question à qui prend? Le gestionnaire des ressources humaines, évidemment. Monsieur Nankwan, je donne la première parole à Monsieur Nankwan pour qu'il nous dise concrètement ce que c'est que la culture d'entreprise. Merci, Madame Touboula. La culture d'entreprise, c'est un ensemble de valeurs, de croyances, de normes, de comportements qui caractérisent une entreprise. Oui. Donc, ces valeurs d'abord sont insufflées par le top management, c'est-à-dire celui qui a son entreprise. Et quand on parle de normes, on parle de ce que lui, il insuffle pour pouvoir décliner des procédures, des manières de fonctionner. Et maintenant, on met en œuvre des outils qui permettent maintenant d'asseoir une performance organisationnelle en se basant sur cette culture qu'il a insufflée. D'accord. Madame Dossouyovo, et vous, vous entendez quoi par culture d'entreprise? Oui, c'est l'ensemble des valeurs que partage le personnel aussi. Parce que l'entreprise a été mise en place pour un objectif donné et doit aussi se différencier des autres entreprises en place. Donc, il faudrait la culture d'entreprise permet en réalité de différencier les entreprises et de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été aussi fixés pour la bonne cohésion au sein de cette entreprise-là aussi. Ce n'est que pour le personnel? C'est tous ceux qui composent au fait l'entreprise. Il y a le personnel, il y a le patron. Donc, c'est les ressources humaines qui pratiquent, qui développent cette culture d'entreprise. Voilà, les ressources humaines qui composent l'entreprise. Madame Toubla, je vais ajouter à ce qu'a dit mon prédécesseur et compléter que la culture d'entreprise de nos jours devient de plus en plus utile et très importante pour d'abord la performance d'une entreprise, d'une part, mais d'autre part pour aussi favoriser l'adhésion non seulement du personnel, mais aussi de la clientèle de ceux qui sont à l'extérieur. On a commencé par voir comment les entreprises arrivent à personnaliser, pourquoi pas leur communication, personnaliser leur éthique, personnaliser leur façon de voir, personnaliser leur approche, gestion relation client, que ce soit à l'interne comme à l'externe bien sûr de l'entreprise,
toujours à cause de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Dans les années précédentes, les années 1950 à 1980, 99, on ne voyait pas réellement ce qu'on appelait la culture d'entreprise. On ne la vivait pas, on ne la sentait pas. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le développement des réseaux sociaux, le développement de l'intelligence artificielle, avec le fait que l'on mette désormais le capital humain, c'est-à-dire la ressource humaine, au cœur de la vie d'une entreprise, et avec le fait qu'on mette aujourd'hui le client aussi au cœur de l'activité commerciale, au sein d'une entreprise, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit financière, la personnalisation, l'identification d'une entreprise commence par prendre de plus de valeur à cause de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise, ce n'est pas un fait d'aujourd'hui ou de demain, c'est quelque chose qui continue. Au fur et à mesure que les entreprises continuent de développer leurs performances, au fur et à mesure que de nouveaux recrues, que de nouvelles recrues, de nouveaux employés viennent intégrer votre entreprise, au fur et à mesure que vous avez de nouveaux partenaires, que vous avez de nouveaux prescripteurs, de nouveaux fournisseurs, au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents qui s'imposent, qui viennent sur le marché, soit pour se placer en termes de leader, soit pour se placer en termes de vedette, soit pour se placer en termes de challenger, au fur et à mesure que votre part de marché commence aussi par se développer sur un marché fortement concurrentiel, la culture d'entreprise doit être au jour et au fur et à mesure, mesurer, analyser, ajuster pour que l'entreprise puisse conserver sa place. Quand les employés, quand le personnel, quand la ressource humaine, quand le capital humain commence par sentir qu'ils se trouvent en sécurité à cause du développement de la culture de l'entreprise, il adhère à votre politique et il fait désormais de votre entreprise sa maison. Il adhère, il prend l'entreprise comme son entreprise. Nous avons vu des entreprises où le personnel, même quand l'heure sonne, même quand l'heure du travail sonne, ils n'ont pas envie de rentrer. Simplement parce que la culture d'entreprise, ils ont intégré la culture d'entreprise, ils ont aimé votre culture d'entreprise. Donc ce n'est pas seulement que la motivation pécuniaire ou d'autres formes de motivation qui font que le personnel adhère et reste avec vous. Quand le personnel commence par découvrir une culture d'entreprise, il prend l'entreprise comme sa propre entreprise. Et lorsque nous parlons de ce qu'on appelle la culture d'entreprise, Madame l'a bien sûr dit tout à l'heure, c'est les ressources humaines. Cela commence d'abord par le DRH lui-même, avec son staff, et maintenant ça continue maintenant à se développer avec normalement le chargé de la communication ou le directeur de la communication. Le DRH met en place tout le process qu'il faut à travers les circulaires, les notes de service, la vulgarisation. Maintenant, le directeur de la communication ou le chargé de la communication de l'entreprise, lui développe maintenant ce qu'il faut mettre en place comme communication interne au sein de l'entreprise pour que le personnel soit au courant, pour que le personnel intègre les valeurs de l'entreprise. Et maintenant, le chargé de communication, il met aussi en place un certain nombre de politiques, de stratégies pour qu'à l'extérieur, le client qui est à l'extérieur puisse aussi intégrer aussi. Quand on prend par exemple le cas des grandes entreprises qui sont dans la téléphonie mobile, par exemple, vous allez voir comment est-ce que dans leur culture d'entreprise, ils mettent le client, la gestion de la relation clientèle au cœur de la satisfaction des clients, les échantillonnages par exemple, les questionnaires par exemple, les boîtes à suggestions par exemple, comment faites l'anniversaire d'un client, que ce soit un gros client, un moyen client, un petit client. Donc le client se sent concerné, il sent qu'on prend son avis, il sent qu'on l'écoute, il sent qu'on vient prendre conseil chez lui, il sent en fait que l'entreprise n'est plus orientée seulement que vers le bénéfice, mais elle est aussi orientée, pourquoi pas, vers la vie, le devenir de sa clientèle. Quand vous voyez par exemple certaines entreprises, lorsqu'il pleut, en pleine période, on dit telle entreprise organise une campagne de salubrité, telle entreprise organise par exemple la distribution des moustiquaires, ci et ça rentre dans ce qu'on appelle la couture de l'entreprise au fait. Donc la culture d'entreprise n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et moi je peux vous dire merci à iTélé pour ce que vous faites. Parce que ceux qui nous écoutent, que ce soit à l'international, comme sur le plan local, que ce soit les étudiants, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les consultants, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les commerçants, tous ceux-là qui suivent iTélé à travers cette émission qu'on appelle la cour commune, ils finissent par découvrir que ils ont en face d'eux des professeurs, des consultants, des formateurs. Et là, je crois que iTélé fait beaucoup. En dehors du divertissement, la formation fait vraiment beaucoup. Et là, je remercie vraiment iTélé pour ça. Ça fait partie de leur culture d'entreprise aussi. C'est nous qui vous remercions. Donc, on peut arriver à mesurer la culture d'entreprise. Bon, je vais vous poser la question à M. Nonkon d'abord. Je ne sais pas si c'est mesurer le bon verbe. On peut mesurer la notoriété de l'entreprise. La notoriété, mais pas la culture. Mais pas la culture. Bon, en fait, peut-on l'évaluer alors? Oui, on l'évalue, mais ça fait partie des paramètres d'évaluation de l'entreprise. Parce que quand vous voulez coter une entreprise dehors,
Il y a même eu un trophée comme ça qui a circulé, les meilleures entreprises. Et trophée Award. Donc, quand vous voulez coter l'entreprise, vous prenez en compte la culture d'entreprise, vous prenez en compte le mécanisme de recrutement, vous prenez en compte beaucoup de paramètres. Donc, ça, on n'évalue pas spécifiquement la culture d'entreprise parce qu'elle varie d'une entreprise à une autre et d'un secteur à une autre. Et cette évaluation est basée alors sur quoi, si je peux poser la question comme ça, si on doit évaluer cette culture-là? Déjà, premier indicateur, c'est comment se passent les process de recrutement. Deuxième indicateur, la gestion de la performance en interne. Troisième indicateur, c'est les valeurs que promeut l'entreprise. Quatrième indicateur, c'est on prend un peu la vision, la stratégie en fait, globale. D'accord. Est-ce qu'il y a des composantes de cette culture d'entreprise-là? Peut-être constituant, vous avez compris hein? Oui, les composantes, c'est élargi selon l'objectif que les trucs visent. Par exemple, on peut commencer déjà par le logo qui différencie les entreprises. Et aussi, il y a la tenue vestimentaire, il y a la périodicité des réunions qui se font au sein de l'entreprise. Donc, il y a la manière dont la communication se passe aussi au sein d'une entreprise. Ça permet de savoir à un moment donné si ça va ou ça ne va pas, parce qu'il y a une manière de saluer, par exemple, au sein d'une entreprise pour mettre tout le monde à l'aise. Et puis voilà, un jour, c'est comme si ça ne... il y a un frein. On remarque en même temps qu'il y a un frein. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas, par exemple, cette ambiance qu'on a l'habitude d'avoir? Et on remarque les dysfonctionnements au sein de l'entreprise rapidement à partir de la culture d'entreprise, de leur familiarité par exemple, ou bien de la rigueur, ou bien, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place déjà, et chacun connaît déjà sa place. Quand on regarde par exemple les tenues vestimentaires qui diffèrent d'une entreprise d'une autre, chacun se met sur son 31, enfin, doit respecter sa manière, la manière de s'habiller, et ça permet à d'autres personnes qui voudraient travailler au sein de ces entreprises de pouvoir être intéressés pour voir la manière dont ceux-là se comportent au sein de leur entreprise. Ça m'intéresse, je veux bien travailler au sein de cette entreprise aussi. Donc, du coup, c'est des éléments, c'est vrai que ce n'est pas une liste exhaustive. Chaque entreprise définit un peu plus ce qui lui tient à cœur. Parce que ça quitte l'histoire ou l'historique même du fondateur. Parce que le fondateur, généralement, est rattaché à l'entreprise. Le fait de créer une entreprise a quitté, par exemple, une histoire ou un fait ou une brimade. Par exemple, chez moi, dans mon entreprise, par exemple, bon, je n'ai pas institué les uniformes pour mes apprenantes. Et beaucoup de personnes viennent dire non, mais comme c'est des apprenantes, il faut mettre des uniformes. Et moi, je dis souvent à mes apprenantes, à la base, moi, j'ai jamais aimé les centres de formation où on porte des uniformes. Donc, du coup, je ne le fais pas aussi pour pouvoir mettre les grandes personnes qui viennent chez moi pour faire la formation. Parce qu'il y a des docteurs, par exemple, qui sont venus ne pas porter une uniforme où on écrit des effigies devant. Donc, ça différencie déjà mon centre de formation d'autres centres de formation. Et les gens s'y plaisent, les gens sont à l'aise. Ceux qui voudraient quand même intégrer cette manière de faire viennent et le faire. Donc, ça attire. Mais il faudrait aussi la créativité en même temps. Parce que ça donne libre cours à la réflexion. Il y a des entreprises, par exemple, où tu penses, tu regardes dans ton cœur. Il y a d'autres entreprises, par exemple, où on dit non, tu peux partager ce que tu ressens, enfin, tu peux dire tes suggestions, tu peux apporter une touche. La manière dont on sert, par exemple, les clients, par exemple, chez moi, tu finis de coudre la tenue et tu dois avoir un petit truc que tu ajoutes pour marquer quand même la créativité, de sorte que quand quelqu'un s'habille de cette manière, il sait que ça a quitté le centre, voilà, tel endroit. Donc, du coup, ça amène les apprenants à développer leur créativité. Peut-être, c'est pas fait ailleurs, mais chez nous, on essaie de mettre en phase ces choses-là. Donc, ça diffère d'une entreprise à une autre pour pouvoir attirer le client, pour pouvoir mettre à l'aise tout le monde, pour atteindre les objectifs. C'est vrai qu'au-delà de ça, il ne faut pas être rigide. Parce qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont rigides et qui sont finalement dépassées. Il y a des habitudes qui, à un moment donné, sont dépassées. À l'ère du numérique aujourd'hui ou à l'ère de la mondialisation, il y a des entreprises qui sont restées caduques dans leur manière de faire dans le temps là.
Et ça fait que, par exemple, il y a des gens qui étaient censés peut-être appeler les appels téléphoniques. Aujourd'hui, c'est encore, il y a les messengers, on peut répondre à une entreprise via l'Internet. Et il faudrait s'adapter et former le personnel à actualiser les nouvelles formes de communication pour ne pas rester en arrière. Avant, les entreprises pouvaient dire, voilà, mon heure de travail, c'est à 18h, je sais pas, à 18h30, je sais pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est au-delà. Il y a des clients qui, par exemple, peuvent demander des services au-delà de... Même un dimanche où l'entreprise est censée fermer, voilà, un client ou des clients sont en ligne. Donc, du coup, il faut adapter, ne pas dire non. Dans mon entreprise, c'est fermé le week-end, nous sommes fermés. Non, il faut toujours quelqu'un quand même, par exemple, là, pour pouvoir répondre. Parce que le lundi, quand même, on va ouvrir. Et j'ai vu, par exemple, la NIP qui a été tellement active par rapport à cela. Par exemple, on peut demander la carte d'identité nationale même un dimanche. Et tu vas recevoir le lundi. Et ça, moi, personnellement, ça m'a sidéré. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Mais là, c'est possible à leur niveau, eux. Donc, ça doit aller au rythme pour satisfaire l'homme, en fait. C'est l'homme, en réalité, qui est mis au cœur de la culture d'entreprise. Parce que c'est l'homme, le client principal, c'est l'homme on veut satisfaire, c'est l'homme on veut mettre à l'aise pour gagner le profit au sein d'une entreprise. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, M. Nankwan, il faudra peut-être que le top management puisse développer cela. Et quand il n'y a aucune de ces valeurs qui n'est développée, c'est plat. Ça veut dire que cette entreprise n'aura jamais une culture. Non, toute entreprise a une culture. Toute entreprise a une culture. Toute entreprise a une culture. Peut-être ce n'est pas matérialisé. Mais je prends un exemple simple. J'ai connu une entreprise où, quand vous y entrez, il y a prière lundi, il y a prière vendredi. Prière, hein? Oui. Tout le personnel vient, vous priez pour démarrer la semaine. Ça, c'est au Togo, j'ai connu cette entreprise-là. C'est une start-up. Le dirigeant dit, bon, moi j'ai besoin en fait d'une main visible pour m'aider. Parce que c'est vrai, peu importe ce que je fais sur le terrain, je dois pouvoir avoir des clients. Mais je dois pouvoir aussi sécuriser mes clients. Absolument. Et je ne veux pas de clients bizarres chez moi. Donc, dans ma prière, le lundi, je demande comment la semaine va se passer. Je demande à Dieu de m'éloigner tout ce qui est problème. Donc, c'est la culture d'entreprise qu'il a instaurée. C'est une partie de sa culture d'entreprise. Quand vous allez, par exemple, dans des entreprises où c'est fortement musulman, vous allez voir que il y a des heures de prière, c'est-à-dire on arrête, on prie et on reprend. Surtout dans les pays arabes, c'est très développé. Quand vous avez travaillé un peu avec les Chinois, par exemple, moi j'ai vu à Huawei, quand moi j'y étais, quand on te dit l'heure d'ouverture, c'est 8 heures, à 8 heures, tu vas voir tout le monde venir s'asseoir, ouvrir son ordinateur, commencer par travailler. Comme dans l'armée, hein. À midi 00, tu vois tout le monde fermer et se lever. Tu ne verras même parmi. Et c'est nous, Béninois, qui sommes là encore en train de travailler. Et nous, regardons, ils sont étonnés. Mais à midi 00, ils ferment. À 14h, tu vas les voir tous ouvrir l'ordinateur. À 18h00, tout le monde ferme et se lève. C'est presque comme des robots. Hein. On te dit même que on calcule jusqu'à calculer l'énergie que consomme un être humain, c'est-à-dire une ressource humaine recrutée. Donc, le fait de perdre du temps à rester là, c'est que tu fais consommer de l'énergie à l'entreprise et tu augmentes en fait sa charge. Oui. Donc, ça dépend de la pratique aussi culturelle. C'est-à-dire, une culture d'entreprise ne vient de nulle part que de sa propre culture. C'est-à-dire de la culture du manager, de la culture du pays. Et les objectifs, ça a des objectifs précis ou bien c'est selon, je vais dire, toujours l'histoire ou l'historique de... C'est juste valoriser le capital humain. Rendre heureux l'employé qui y travaille. L'objectif d'une culture d'entreprise globalement, c'est rendre heureux le client interne que le client externe. Donc, nous avons différents types de cultures. Par exemple, il y a des entreprises qui mettent en place une culture de la performance. Il y a d'autres, c'est la culture de la collaboration. C'est-à-dire le travail en équipe. Il y a d'autres, c'est la culture de l'innovation. Ok.
Il y a d'autres, c'est la culture de l'éthique, en bonne et due forme. Et il y a d'autres, c'est la culture de la sécurité. Donc cela dépend en fait du type d'entreprise et également de ses objectifs, je vais dire. En fait. Oui. Il peut arriver une culture d'entreprise qui se développe dans l'informel en fait. C'est pas une loi, personne n'a dit que c'est comme ça, mais à un moment donné, l'entreprise peut se retrouver avec un personnel d'une certaine catégorie. Et ces gens, à un moment donné, comme ils vont durer dans l'entreprise, ils ont amené cette pratique-là, qui est devenue la pratique de l'entreprise, parce qu'eux, ils sont comme ça. Et tout doucement, tous ceux qui viendront vont s'aligner sous leur manière de faire. Ce n'est pas le patron qui a dit de faire comme ça, mais c'est eux qui, à force de répéter, parce que c'est des trucs répétitifs, quand on parle de cultiver quelque chose, au fait, qu'à force de faire ça, les gens vont dire, bon, ici c'est comme ça, ils font. Alors qu'en réalité, personne n'a dit de faire comme ça. Mais c'est comme ça, on a remarqué que les gens font. Donc, ça se développe dans l'informel et ça devient maintenant la culture de cette entreprise-là. Et si le leader de cette entreprise ne prend pas garde, quand ce groupe va peut-être, l'entreprise va changer, ce groupe va partir de l'entreprise, ça peut l'amener lui-même à justifier ce qu'il ne peut pas aussi justifier. S'il ne s'arrête pas un instant pour amener la cohésion, pour savoir l'objectif de chaque chose, pour remettre à l'objectif principal, parce que la culture d'entreprise ne vient pas normalement pour contredire l'objectif, la vision principale de l'entreprise. Donc il faudrait à un moment donné recadrer les choses. Si, ok, tu as un comportement ou bien un comportement se développe et ça nous amène à perdre le client, là, ça devient sérieux. Il faudrait vraiment recadrer pour que ce comportement-là soit corrigé. Parce que des fois, l'être humain est un peu difficile à recadrer si on ne le fait pas rapidement. L'homme prend des habitudes et puis dit, bon, c'est comme ça, moi j'ai l'habitude de répondre à un client. Alors qu'en réalité, au-delà de ce que tu fais là, ça peut déranger quelqu'un. Et c'est comme en Arabie Saoudite, j'ai lu une histoire où eux, ils n'utilisent pas la main gauche pour cadrer quelqu'un parce qu'ils considèrent que la main gauche est impure. Et si tu vas dans ces genres de pays et puis tu as ces habitudes de faire des accrochages rapidement, comment vas-tu là, ça les indispose déjà. Et si tu reçois par exemple un client de cette nature-là et tu n'es pas ouvert d'esprit, ça peut le chasser au lieu de l'amener à quand même acheter ou bien amener de plus à cette entreprise. Donc c'est des petits dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu, qui peuvent embêter l'avancée d'une entreprise. Donc il faudrait que le patron quand même ait un esprit ouvert et soit présent d'esprit pour contrôler ou recadrer les choses rapidement pour le bon fonctionnement de cette entreprise. Donc, si je dois résumer, au fait, c'est la manière dont on interagit dans une entreprise pour faire valoir cette personnalité de l'entreprise. Mais comment adhérer justement à ces idéaux, Monsieur Rodon? Parce que si on n'adhère pas, on ne pourra pas la partager ou bien on ne la partage pas. On la partage, mais pour la partager, il faut forcément adhérer. Justement, donc, comment il faut adhérer? Comment comprendre déjà pour pouvoir faire une adhésion assez facile? C'est vrai qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de process qu'en principe le chef d'entreprise avec son bras fort qu'on appelle le DRH ou le responsable des ressources humaines, tout collaborateur auprès de lui. Carrément, on voit des entreprises, ils n'ont pas un DRH, ils n'ont pas un chargé du personnel, c'est peut-être l'assistant direct du directeur ou la secrétaire qui parfois joue ce rôle-là. Donc, il faut des tests, il faut faire asseoir le personnel, convoquer des réunions, discuter avec le personnel, échanger avec eux, leur présenter votre culture, leur présenter votre processus, leur présenter votre projet, demander à ce qu'ils adhèrent. Parfois, ce qu'il faut parfois sortir des circulaires de notre service, le partager au sein du personnel et demander ceux qui sont favorables, ceux qui sont partants et ceux qui ne sont pas partants. Parfois, on constate aussi que certains chefs d'entreprise, pour partager la culture d'entreprise, ils ne mettent pas en place un process. Qu'est-ce qu'ils font? On essaie de vous tendre le piège, on lance la couture, on lance l'élément qui va faire objet de culture d'entreprise, on le lance comme ça. On essaie de faire un test sans vous dire que nous sommes en train de tester ou de demander votre adhésion. On peut dire par exemple, bon, dès l'année prochaine chez nous, quand quelqu'un
quelqu'un un nouveau-né, ok, nous allons prendre 5 000 francs sur le salaire de chacun pour lui faire cadeau. On essaie de lancer ça simplement comme ça, et il n'y a pas un circulaire, il n'y a pas de service, il n'y a pas de réunion. Le DG on discute avec peut-être son bataillon, avec le DRH, et puis on lance quelques messages. Dans l'année prochaine, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et on teste pour voir. Et vous allez voir, j'ai mon commentaire dit non, moi je donne 1 000 francs, moi je donne 2 000, moi je donne 3 000, moi je ne veux pas. Et on essaie de calculer pour voir un peu comment sera le tempérament, comment sera l'atmosphère, et avec ça, on fait une conclusion et on retient pour savoir est-ce que cette culture peut passer ou ça peut ne pas passer. Il faut dire que lorsque une entreprise met en place ou développe une culture d'entreprise, il faut qu'elle fasse beaucoup attention pour que cette culture d'entreprise ne puisse pas aller contre la loi, et ne puisse pas aller contre le code du travail, ne puisse pas aller contre la convention collective du travail. Je veux donner pour exemple. Vous avez par exemple certaines entreprises où le matin vous devez prier. Les soirs, vous devez prier. Mais vous savez que dans le code de travail, nous parlons de ce que nous sommes tous laïcs. Ça veut dire que vous n'imposez pas la prière à votre personnel. Il n'a même pas un circulaire ou une note de service que vous devrez sortir et afficher pour dire chez nous, on prie le matin et on prie le soir, ou bien on prie le dimanche, on prie le vendredi. En principe, non. Parce que si le personnel ou un employé décide de ne pas prier, ça veut dire qu'il va contre votre règlement intérieur ou bien il va contre votre culture d'entreprise. Vous pouvez Un instant, monsieur docteur. Vous pouvez par exemple le licencier, vous pouvez par exemple le sanctionner, ou il peut peut-être démissionner, et s'il démissionne, il va montrer à l'inspection du travail que c'est parce que la prière le dérange. Je pense qu'il va bien sûr gagner sur vous. Parce qu'il y a cette tactique-là du code de travail qui dit, lorsque un employé se trouve dans une situation très mauvaise, délicate, et il voit en fait qu'il est dans un risque, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ça peut toucher sa foi, ou ne se sent pas en sécurité, le code de travail donne la possibilité à l'employé d'abord de démissionner. Et quand il démissionne, il écrit à l'inspection du travail. L'inspection du travail constate sa démission. Et maintenant, l'inspection du travail envoie maintenant un inspecteur au sein de votre entreprise pour venir réellement vérifier les raisons, les motifs pour lesquels il a démissionné. Est-ce que ces motifs-là réellement touchent à sa foi? Est-ce que ces motifs-là touchent à son intérêt? Ou bien est-ce que ces motifs pour lesquels il a démissionné le mettent dans une situation délicate ou inconfortable? Si les motifs sont vérifiés, c'est que, chef d'entreprise, vous n'allez pas vous en sortir, justement. Par exemple, vous décidez par exemple que je parle un peu. Ok, oui, allez-y, puisque vous voulez réagir sur la prière, je ne voulais pas qu'on s'en éloigne un peu trop. Non, il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que la prière. Oui, le second exemple, gardez-le un instant, je veux l'écouter rapidement. Moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Non, vous avez donné un exemple. Et il est non, parti ce sur que cet moi je exemple voulais pour dire, dire... c'est quoi? Tout part de l'intégration. Au recrutement, tout part de l'intégration. Parce que quand tu recrutes l'intéressé, au début, tu as fini le process de recrutement et tout, il dit, oui, je veux travailler dans ton entreprise. Tu dis, voilà comment ça fonctionne chez moi. Donc, il y a toujours la période d'essai. Ou si tu n'es pas d'accord avec moi, tu rentres chez toi. Oui, mais je peux être un saint pendant cette période d'essai. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'une culture d'entreprise, c'est que déjà, pendant la période d'essai, c'est-à-dire quand on finit l'intégration, pendant la période d'essai, la manière dont tu adhères, la manière dont tu communiques avec les autres, la manière dont tu réagis, quand on te dit, viens. Tu vas prier là. Bon, Quand on dit prier, au fond, moi j'ai vu des entreprises où quand on dit prier là, même le laïc, il peut appeler tout ce qu'il veut. Hein. Mais au moins en fait, le chef d'entreprise dit quoi? Moi je suis parti dans une entreprise où au moment où le chef d'entreprise est un évangélique, il y a un employé qui est un athée. Mais à des moments donnés, quand il veut faire une prière de groupe, il dit toi, prie. Et le gars commence à dire j'invoque les mains de mes ancêtres et il prie normalement. Et tout le monde dit amen. D'accord, un moment de recueillement en fait. C'est un moment de recueillement en fait. D'accord. Il y a un truc qu'on fait tout le temps chez nous, par exemple. C'est comme j'ai envoyé mes enfants dans une école. Et tous les matins, il faut prier. C'est une culture de leur entreprise. On fait école. Et on arrive à payer les frais de scolarité de nos enfants pour... Des fois, il y a des musulmans là, il y a des fétichistes là.
Mais comme l'entreprise, ces écoles-là, c'est la performance qu'ils mettent en avant. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif final, en fait. C'est la performance de cette école qu'on recherche. Et ça fait que, bon, même si tu es des fois, on a vu des animistes qui sont là. Et ils envoient les enfants. Il y a des musulmans qui envoient les enfants, par exemple, dans des écoles catholiques. Et ils viennent, ils suivent le processus jusqu'à la fin, ils sortent. Parce que quoi, je veux quand même je veux être parmi les meilleurs de... Oui, monsieur Rodon, vous pouvez continuer. Je répète, je précise, toute culture d'entreprise que nous développions, si nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes collaborateurs ou amis des chefs d'entreprise, faisons attention pour que les cultures d'entreprise que nous développions ou que vous développez en tant que chef d'entreprise ne puissent pas aller contre ce qu'on appelle la loi ou le code du travail. Parce que n'oubliez pas que tout est centralisé. Oui, mais quand vous le dites comme ça, lui, il dit adhésion. Il insiste là-dessus. Oui, oui, il faut adhérer à l'idée pour que ça ne vous perturbe pas, que vous vous retrouvez devant le code de l'inspecteur du travail. Et pour adhérer à l'idée, si vous êtes chef d'entreprise, vous faites tout possible pour vous protéger. Parce que pour vous protéger demain, c'est que vous avez une signature. Vous avez votre personnel qui a signé. Moi, j'ai connu des entreprises ici, dans ce pays, le Bénin, où on demande au personnel. Vous avez fini le processus de recrutement déjà. Vous avez déposé vos dossiers. Mais après, on vous appelle, on vous demande de déposer votre photo complète. D'accord? Vous déposez la photo complète. Et après, on vous dit, maintenant, nous sommes dans une entreprise où il faut prier telle chose, invoquer telle chose, surtout si vous êtes des commerciaux, avant de partir sur le terrain. Et vous finissez par apprendre après que ce chef d'entreprise-là n'est rien d'autre que dans un secte dont on ne peut pas citer le nom. Et ça a fait, beaucoup sont partis, beaucoup ont porté plainte. Et aujourd'hui, la main-d'œuvre est en train de travailler, l'inspection du travail est en train de travailler sur ces entreprises-là. Alors, mais si au départ, c'est que c'était vulgarisé dans le règlement intérieur, où on vous fait asseoir des chez nous, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Si vous êtes prêt, signez. Si l'employé vient signer, ça veut dire que devant la main-d'œuvre, il n'a rien à vous dire. Parce que vous n'avez pas forcé. Vous n'avez pas imposé pour qu'il puisse signer. Il a volontiers décidé de signer. Donc, je précise, tout ce que nous devons faire comme culture d'entreprise. Veillons à ce que nous ne puissions pas tomber sous le coup de la loi. Parce que quand nous tombons sous le coup de la loi, ce n'est pas bon pour notre entreprise, ce n'est pas aussi bon pour le personnel, ce n'est pas bon pour l'image de notre entreprise. Nous sommes en train de parler de comment intégrer. Adhérer. Comment adhérer. Non, je pense que vous voulez réagir. Oui. Oui, lui, il est très légaliste, en fait. Pour protéger et l'employé et l'employeur. Une culture d'entreprise a pour but. C'est-à-dire, quel est le but d'une culture d'entreprise, d'asseoir une culture d'entreprise? C'est d'abord fidéliser l'employé. Vous voyez? Fidéliser la ressource humaine. Après ça, c'est, disons, asseoir la culture de la performance. C'est-à-dire créer le cadre vivable pour que la performance... Nous passons plus de temps au bureau qu'à la maison. Absolument. Donc, absolument. Fidéliser, c'est-à-dire créer le cadre idéal pour pouvoir créer la performance. Asseoir une politique de performance. Après ça, disons, à part ces deux objectifs, c'est quoi? C'est la notoriété de l'entreprise, l'image de l'entreprise dehors. Donc, techniquement, un manager qui assoit une culture bizarre, S'il y a des cultures bizarres. La gestion d'une entreprise est tellement délicate. Le chef d'entreprise peut lancer son entreprise à un moment donné et rencontrer des difficultés. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont lancé des centres de formation et qui m'ont dit, tu vois, quand je lance, les gens s'inscrivent, mais à la dernière minute, personne ne vient. Et voilà, je suis attaqué spirituellement, c'est pourquoi. Donc, ça fait que ça ajoute d'autres détails qui n'existaient pas au départ. Et psychologiquement, le chef d'entreprise, lui, voilà, il veut vraiment que son entreprise monte, hein, mais il ne veut pas aussi mourir vite. Donc, du coup, il y a ce... Qui veut mourir vite. Voilà, il y a ce challenge-là. Et si, par exemple, il instaure certaines choses et puis quelqu'un s'en va, il dit, bon, tant mieux, hein, peut-être que, bon, il ne devrait pas rester avec moi. Et ça amène autre chose maintenant, aujourd'hui. Ça amène le réseautage très poussé. Tu vois, une entreprise qui veut faire un recrutement, mais veut se garantir que ceux qu'il va intégrer dans son entreprise, c'est ceux qui, premièrement, sont dans son cercle restreint. Et ça fait que même le monde du travail devient un peu plus délicat. Oui. Ceux que je connais, ceux que j'ai côtoyés, ou bien ceux qu'on m'a recommandés, qui ne vont pas quand même m'amener devant les juridictions, voilà. C'est ceux-là que je mets là, je ne parlerai pas trop. Oui, et puis on s'entendra. Mais ceux qui cherchent du travail et qui sont de l'autre côté là, qui ne sont intégrés dans rien là, ils risquent de rester longtemps dans le chômage.
Il y a En fait, c'est vraiment ce complexe. côté-là, quoi. C'est vraiment complexe. La gestion d'entreprise est un peu compliquée. C'est vraiment compliqué. Ouais. Et nous étions en train de parler comment faire adhérer. Adhésion, oui. L'adhésion n'est pas facile, mais avec du tact. Je pense qu'avec du tact, avec des stratégies, on parvient à amener le personnel à adhérer à votre culture d'entreprise. Vous savez que quand, dans la plupart des composantes de la culture d'entreprise, il y a par exemple la culture de la sécurité, où le personnel veut se sentir en sécurité, où tout ce que fait le chef d'entreprise, il communique, vous allez voir même parfois à des réunions, à des codis, à des séances de travail, on revient sur un pan de la sécurité. La sécurité par exemple sociale, la CNSS, les PTS, tout ce qu'il y a au service comme matériel de travail. Il y a par exemple une culture d'entreprise qui peut être orientée vers ce qu'on appelle le travail en équipe, la cohésion d'équipe par exemple, où le chef d'entreprise, le DRH ou peut-être le directeur technique ou même le directeur d'un service donné communique davantage sur comment vous devez travailler ensemble, comment vous devez travailler en équipe, comment vous devez être au-dessus de la mêlée, au-dessus des petits, les critiques, les sabotages. Et lorsque vous venez travailler, vous savez que ce qui vous unit, c'est l'entreprise, c'est le but de l'entreprise, c'est que l'entreprise puisse réussir. Il y a autre composante par exemple où la culture d'entreprise peut être basée spécialement vers ce qu'on appelle développer la notoriété ou développer la part de marché de l'entreprise. On dit, ok, chaque samedi ou bien chaque vendredi, vous ne portez pas de local, vous ne portez pas un costume, mais vous portez par exemple le t-shirt de l'entreprise, vous portez le lacard de l'entreprise avec des casquettes. On sait que là, c'est orienté vers la notoriété, vers l'image de l'entreprise. Il y a une autre composante de la culture d'entreprise qui peut être orientée spécialement vers ce qu'on appelle le divertissement. Ok. Chaque vendredi, chaque samedi, à la fin de chaque mois, bien pas trimestre, nous allons tous sortir ensemble, faire le timing, aller faire du sport. Le after work. En fait, nous devons savoir que la culture d'entreprise, avec son importance, pour que le personnel puisse s'intégrer, puisse adhérer, ça dépend de 3 personnes. La première personne, c'est d'abord vous-même, le chef d'entreprise. Parce que vous savez que la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise et l'objectif de l'entreprise font partie en principe des fondamentaux sur lesquels l'entreprise peut s'asseoir et développer sa culture d'entreprise. Après le chef d'entreprise qui incarne la vision de l'entreprise, qui incarne la culture d'entreprise, il y a le DRH. Généralement pour les startups ou bien pour les petites entreprises qui n'ont pas le DRH, généralement c'est la secrétaire ou l'assistant de direction qui développe cela, qui déploie cela. Et après ça, maintenant, il y a, si c'est une grande entreprise, une salle ou bien une SA, vous allez voir, généralement c'est les chefs de service. Peut-être le directeur technique, le directeur commercial, le directeur industriel. Chaque chef de service qui incarne, il représente le PDG ou bien il représente le DRH et il incarne, il développe cette culture d'entreprise. Maintenant, généralement c'est les circulaires que vous prenez, les notes de service que vous envoyez dans le mailing, dans le inbox de vos collaborateurs, vous le faites partager la vision d'entreprise. Lorsque cette vision d'entreprise... Excusez-moi, quand on commence déjà par mettre trop de circulaires et trop de notes de service, ça dégrade un peu la culture de l'entreprise. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le personnel se retrouve contraint. Là où on met une norme, systématiquement, vous allez voir qu'on voit qu'il y a des contraintes. Vous voyez? Donc, la culture, pour moi, pour la soie... C'est les limites de la culture d'entreprise à un moment donné. Voilà. Je mets ça dans cet angle-là. Parce qu'il y a des limites, c'est vrai. Bon, on ne va plus à la fin de nos idées là. Qu'il y a eu. Parce que en déployant la culture de l'entreprise, déjà pendant une période donnée, ça va sur la vision du manager. Oui. Donc, quand on parle de la vision du manager, les ressources humaines ne viennent que écrire ce qui est et ce qui se pratique. Mais si on ne fait pas circuler les visions, ils comprendront peut-être pas. C'est le noyau dur d'abord qui porte la culture de l'entreprise, le manager. C'est clair. Et disons ces hommes de guerre. Bien sûr. Donc on a la finance. Quand la finance intervient, c'est plutôt pour l'orthodoxie financière, comment il faut dépenser, et comment l'argent doit être, les comptes rendus doivent être faits. Donc ça c'est au niveau de la finance. Quand vous êtes dans le côté management, c'est plutôt voir, côté ressources humaines, c'est plutôt voir comment la motivation, c'est-à-dire comment asseoir une bonne motivation pour l'équipe, comment retenir les talents. Donc, je dois retenir les talents. Ok. Je dois savoir dépenser. Dans le même temps, je dois organiser
Si c'est sécurité, je dois suivre les risques. S'il y a des risques liés au métier. Ouais. Donc, il y a des aspects sur lesquels on peut mettre des normes. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels, en fait, on ne met pas de normes. Parfois, même, on va jusqu'à créer ce qu'on appelle l'association des employés. Bon, ça, c'est pour les grosses boîtes. Hein. Pour certaines grosses boîtes, bon, au moins, à partir d'une vingtaine, il y a l'association. Et c'est elle, maintenant, qui gère un certain nombre d'aspects. Par exemple, des naissances, et les baptêmes, les mariages, décès. des événements heureux. Donc, on affecte ça vers là-bas, mais on veut que ça soit, ça c'est, que les employés se disent que c'est eux-mêmes ensemble qui bâtissent cette culture-là. Parce que il y a deux niveaux. Le manager impulse ça, impulse la vision. Oui. Il commence par montrer. S'il veut une culture d'équipe, c'est lui qui travaille souvent en équipe, c'est lui qui appelle 2 ou 3 personnes pour dire. S'il veut une culture d'innovation, c'est lui qui dit non. Ajoute telle touche à ce que tu as fait. Non, tu as vu, la robe, elle est belle, mais il manque quelque chose. Ce n'est pas systématiquement ajoute quelque chose à la robe. La robe, elle est belle, mais il manque quelque chose. Peut-être accessoirisé. Okay. Mais ça, ok, les prochaines fois, quand tel client demande, bon, dis-moi d'abord, hein, si tu veux, en fait, fais une proposition, je vais voir. Vous allez voir qu'elle est en train d'asseoir là, ou qu'il est en train d'asseoir là, une culture de l'innovation. Sans pour autant dire à l'employé qu'il assoit une culture de l'innovation. Ok. Vous voyez? Bien sûr. Donc, dans le même cadre, quand on crée l'association des employés consorts, parfois on va jusqu'à l'actionnariat employé. Où on demande, c'est-à-dire on dit, le directeur de l'association porte 10% du capital de l'entreprise au nom des employés. Donc quand le résultat est positif, les employés en fait partagent des royalties aussi. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est pour dire aussi que c'est l'employé lui-même qui est en train d'initier cette culture-là. Moi, je prends MTN, je suis passé à MTN à un moment donné. Je n'ai pas travaillé directement. Mais là-bas, par exemple, il n'y a pas de chef. On dit boss. On peut t'appeler par ton prénom. Tu peux être le chef, on t'appelle par ton prénom. Monsieur Rodon, vous finissez pour que Madame Dessus ait la parole. Donc, j'ajoute à ce que vous avez dit. Nous étions en train de parler de comment faire intégrer comment adhérer. Le personnel à adhérer, à partager la vision d'entreprise. Et comme vous l'avez dit, il y a quand même des grosses boîtes où ce n'est pas que vous appelez que le directeur technique. Il faut par exemple que tout le monde soit informé de ce qui est en train de se faire par exemple. Donc, d'où l'important des mailings par exemple, pour vous informer une fois, ou c'est peut-être votre directeur supérieur qui vous informe, vous êtes au courant et vous rejoignez l'équipe. Madame Dessus, nous étions sur... Oui, je parlais des limites que la culture d'entreprise peut avoir au sein des entreprises. C'est-à-dire, ces limites qui freinent le changement. Il y a des choses qui peuvent être dites au départ, qui empêchent le changement à un moment donné. Et si le changement ne peut pas être intervenu, pour que l'argent rentre, parce que c'est l'objectif de l'entreprise à la base, au fait, c'est de faire du profit. Et aussi, il y a lorsque l'entreprise, par exemple, est béninoise au départ, il doit s'internationaliser et aller au Togo, au Gabon, ainsi de suite. La culture se mélange. Parce que là, il faudrait refonder toutes choses, il faut revoir la manière de faire. Il ne faut pas dire, bon, nous avons une manière de faire béninoise ici, c'est ça on doit faire au Togo, ça ne peut pas passer. Parce que chaque pays a sa manière de faire culturellement d'abord pour pouvoir voir maintenant la performance de l'entreprise. Il ne faut pas que les manières puissent amener les entreprises à manquer l'objectif performance. Plus on avance, plus on s'internationalise, plus on va. Et beaucoup de personnes ne s'asseyent pas en réalité pour réfléchir au fait à ces petits détails. Parce que quand on parle aujourd'hui de la culture d'entreprise, c'est pas qu'on s'est assis un jour, le PDG a dit voilà mes cultures. Non. C'est des choses qu'on a remarquées au fil des ans et puis on a appelé ça culture de cette entreprise-là. Donc subtilement, une entreprise qui veut s'installer par exemple, je sais pas, à Abidjan, ne s'est pas assis à un moment donné, n'a pas fait une réunion avec le personnel qu'il veut même envoyer. Parce qu'on prend quelqu'un d'ici, on lui dit, bon, désormais, on t'affecte
en Côte d'Ivoire. Maintenant, en allant en Côte d'Ivoire, il part avec la culture qu'il a au sein de l'entreprise béninoise. Et il s'en va sans une mise à jour, sans par exemple aller analyser le terrain là-bas, voir comment les concurrents se comportent là-bas, comment il ne faut pas aller répéter les mêmes choses de l'autre côté pour amener la contre-performance. Parce que cette culture peut commencer par se développer sans que même l'employé qui a été nommé de l'autre côté ne se rende compte que ce sont ces habitudes-là qui empêchent la clientèle de venir vers eux, subtilement. Donc, il faudrait quand même s'arrêter un instant, redéfinir les choses, revoir les habitudes qu'on a développées et faire un petit peu, c'est un travail qui peut être fait et répertorier quelles sont nos habitudes et voir maintenant les pays dans lesquels nous voulons aller, quelles sont leurs manières de faire. Ceci, on peut faire là-bas, l'autre, il ne faut pas faire. Ce qu'on ne tolère pas ici, par exemple, on peut le tolérer. C'est comme par exemple, j'étais à Abidjan, on dit la vieille mère. Quand on te dit la vieille mère, ça choque. Tu n'as pas envie qu'on te dise bonjour la vieille mère le matin. Au Bénin, ça choque. Mais c'est leur manière amicale, par exemple, de se saluer, la vieille mère. Ils ont intégré ces petits mots-là, au fait, dans leur quotidien. Nous, on n'a pas ces mots-là dans nos quotidiens par ici, par contre. Mais, c'est-à-dire, tu dois savoir recevoir, amortir le choc pour pouvoir modifier, quoi. Non pas être braqué en même temps pour dire non, mais pourquoi il doit me dire ça? Parce que dans une entreprise, on peut se faire de la guerre froide. Hein. C'est-à-dire, la personne m'a dit quelque chose, je garde. Alors qu'en réalité, bon, ok, il a dit ça peut-être pas dans une mauvaise intention à la base. Et je sais maintenant comment faire pour pouvoir apporter un petit changement pour dire, bon, prochainement, peut-être faire de cette manière-là pour que l'atmosphère soit quand même fluide, pour que l'objectif client soit atteint. Voilà. Quelqu'un a dit tout à l'heure, si on développe une culture bizarre, c'est que c'est sûr qu'on va pas adhérer parce que si la chose elle est bizarre, ça risque d'être contraignant pour les employés. Moi, je crois même que, en ce qui concerne l'adhésion de la culture d'entreprise, vous savez, quand la culture est bonne, vous n'avez même pas besoin de faire du tapage. Oui, ça c'est vite fait. Automatiquement, les gens intègrent. C'est quand elle est mauvaise que vous commencez par constater qu'il y a des rebelles qui se créent. Il y a une forme de rébellion qui ne dit pas son nom, mais qui commence par se créer un peu. 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans, la rébellion se manifeste. Et chef d'entreprise, vous êtes obligé soit de retirer cette culture d'entreprise, de la recorriger, de l'ajuster, de consulter à la base, peut-être voir qu'est-ce que vous aurez pu au départ faire et que vous n'avez pas pu faire, vous l'ajuster. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le changement et la résistance au changement. Quand ça prend du pli comme ça et que ces rébellions se forment, pour revenir en arrière, c'est difficile. Mais si le chef d'entreprise, s'il rejette son ego, s'il se remet en cause, il remet en cause tout ce qu'il est en train de faire et il pense à la vision de l'entreprise, à comment grandir, je pense qu'il peut corriger rapidement le tir. Le problème que nous avions, c'est que parfois, quand la culture d'entreprise vient d'une seule personne et que ce n'est pas consulté, on ne s'assoit pas pour élaborer, c'est difficile que ça prenne. Et quand bien même il y a des problèmes, vous allez voir que c'est difficile pour certains chefs d'entreprise de se remettre en cause pour changer. Ce que madame vient de dire, c'est des choses qu'on vit à la base et c'est des choses de tous les jours. Une entreprise n'est pas appelée à être que locale. L'entreprise est appelée à être internationale. Et si déjà on ne pense pas à comment ajuster au fur et à mesure, ça sera difficile. Quand l'entreprise va s'internationaliser, ça sera vraiment difficile. Aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle le télétravail, par exemple. Mais aujourd'hui, combien d'entreprises sont en train de mettre ce qu'on appelle le télétravail dans leur culture d'entreprise? Quand même nous parlons de l'avènement de l'intelligence artificielle, nous parlons de tout ce qui est antique, réseaux sociaux, ci et ça. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore intégré le télétravail comme culture d'entreprise. Ce n'est pas applicable à tout le monde. À toutes les entreprises, non. Bon, mais ce n'est pas applicable, mais ça s'impose et ça va finir par s'imposer à nous, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Celui qui est en train de créer aujourd'hui son entreprise à Tchoumi, ou qui est en train de créer à Tangueta, ou dans un coin de Niki, de Parakou, le télétravail va finalement finir par s'imposer à lui. Si je prends un exemple de médias, on ne peut pas faire de télétravail. Excusez-moi. Le journaliste est censé venir présenter le journal, par exemple. Oui, ça c'est... Mais... c'est pas pour toutes les entreprises, monsieur Renaud. Tout ce que nous oublions aussi, le télétravail, tout ce que nous ne développons pas là, c'est intéressant, hein, mais ça va créer après du chômage. Hein. Parce que les intelligences artificielles qui sont derrière, quand vous êtes en télétravail et vous êtes en train de travailler, lui, il analyse. Il prend de la donnée.
Et à partir de cette donnée, en fait, on peut concevoir un robot qui peut exactement produire ce que tu produis. Ça se fait déjà, par exemple, sur le plan de la médecine aux USA, la fabrication des gélules, ça a commencé Et déjà. certaines entreprises ont refusé cela. Vous allez voir que ça fait partie aussi de leur culture de travail. Et dit, non, moi je ne veux pas aller vers de l'intelligence artificielle, je ne veux pas aller vers tout ça, tout ce qui pose problème, ou tout ce qui va me poser problème à la langue, je préfère travailler avec des humains. Mais à long terme, ça va s'imposer. Ça ne va pas s'imposer à tout le monde. Ça ne s'impose pas, mais bon, ils sont en train de... Bon, attendons que ça nous atteigne. Attendons c'est à long terme là, parce que ce sera difficile de le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, on finira par être éclaboussé par cette affaire d'intelligence artificielle. C'est le mal du siècle, en fait. On est bien obligé de faire avec. Est-ce qu'on peut adhérer à une culture quand personnellement on a des objectifs totalement différents de celles de l'entreprise? Vous allez voir qu'un salarié pareil sera tout le temps... il ne sera jamais en phase avec tout ce qui se fait. Ou soit c'est lui qui part tôt, ou soit c'est lui qui n'est pas, à un moment donné, quand on le cherche, il n'est pas dans... on veut organiser peut-être quelque chose en équipe. Il est toujours en aparté. Et on dit quelque chose, l'entreprise est une personne morale. Ça veut dire une personne a ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme de l'entreprise, c'est sa culture. Donc, techniquement, ce salarié va se retrouver éjecté tout doucement. Lui-même, en fait, on ne va rien lui faire. Oui, et puis s'il s'isole de tout. Et il va se retrouver éjecté. C'est-à-dire, lui-même, il va dire un matin seulement, moi, je ne suis plus dans votre esprit là. Donc, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il ne faut pas développer des cultures bloquées, comme l'a dit madame. Moi, j'ai vu un cas simple où une entreprise qui fait les travaux publics ici, ici a des ouvriers qui travaillent de manière ardue. Mais quand tu vas au Niger tout près là, et tu prends des ouvriers pour venir travailler sur la voie avec toi, mais à une certaine heure, le gars ne vient même pas à 8 heures. Et quand il vient, il doit d'abord manger. Il n'a pas mangé chez lui. Il vient, il prend tout son temps, il mange. Il commence à 16 heures, il va arrêter le boulot pour prier. Et tu ne peux pas dire, mais pourquoi tu arrêtes? La voie doit se terminer. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Les chefs projets, avant de donner le délai, intègrent ce paramètre-là. Prière. C'est des musulmans. Et vous devez être dans une zone où c'est en majorité musulmane. Et vous devez faire la voie par là. Vous avez besoin d'ouvriers musulmans. Tu dois intégrer ce paramètre-là. Et commencez maintenant par voir sur quel plan il faut ajuster les choses. Et commencer par impulser si tu es fort. Parce qu'il faut un bon leader aussi. Pour commencer par, on voit le leader, on commence par ajuster les choses à partir de lui. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'il converge un peu vers votre culture. Mais ça ne veut pas dire qu'il rentre intégralement dans votre culture d'entreprise. Il broie, au contraire, c'est vous qu'on broie. C'est-à-dire, on développe quelque chose où c'est vous qui rentrez dans leur schéma, dans leur système. Donc, je pense que madame l'a dit, ce qui amène certains chefs d'entreprise à être regardants même sur le processus de recrutement. Avec qui je travaille, d'où il vient. Est-ce que, vous allez voir, certains même, ils vont jusqu'à voir de quelle ethnie il est. Parce qu'il se dit, dans telle ethnie, j'ai plus ce qu'on appelle la confiance, j'ai plus ce qu'on appelle la cohésion, j'ai plus en fait le respect de l'aîné. Dans telle ethnie, j'ai pas ça. Si je veux des vendeurs, je préfère aller de ce côté-ci. Il y a certains chercheurs qui ont produit des documents sur ça pour dire, si vous voulez recruter un vendeur, par exemple, prenez un bon Yoruba, c'est un vendeur. Voilà. Prenez un gars, de l'Okosa, de la zone là-bas, c'est carrément un vendeur dans l'âme. Ouais, bon, les bons commerçants, on les connaît selon les ethnies. Chez eux, c'est une culture. En fait, ce n'est pas une culture d'entreprise, mais c'est une culture régionale.
Oui. Bien Et sûr. cette culture régionale, en fait, a un impact systématique sur une entreprise qui recrute, disons, à 80% de là-bas. Donc, des recrutements ciblés pour atteindre les objectifs Pour et atteindre faire des partager objectifs. cette culture-là. C'est ségrégationniste. C'est pas ségrégation. Ça n'a jamais été ségrégation. C'est de la ségrégation, mais bon. Pas le mot, quoi. C'est- L'entreprise, c'est Ça c'est du s'apparente. commerce. Donc, on cherche le profit. Donc, évidemment, on peut pas. Mais si vous développez une culture de retard de salaire, c'est clair que personne ne va adhérer C'est aussi une culture. Hein. à cette culture d'entreprise. Mais est-ce qu'il y a une culture de retard de salaire? En fait, quand tu as une culture d'entreprise forte, Ah, donc le l'employé salaire- va Non, parfois accepter. les employés sont là. Parfois. Non, mais en fait, il faut ajouter, Oui. ça suffit, vous savez, la motivation. Je suppose que le salaire vient en retard. Mais s'il y a la communication et la motivation, et que l'employé ou le personnel, il sent quand même que quand il y a n'importe quel problème, vous êtes à ses côtés, même si vous ne le financiez pas, le conseil que vous lui donnez, votre proximité auprès de lui, le salaire peut tarder n'importe comment, et effectivement, il va rester. Il va attendre, il va rester. Là, ce sera la question. Est-ce qu'il reste parce qu'il partage la culture de l'entreprise, l'intéresse tellement qu'il veut rester, ou simplement parce qu'il sait qu'il n'y aura pas mieux ailleurs, ou bien parce que dans la recherche, là, c'est pas évident qu'il en trouve tout de Non, mais suite. Le il y en retard a. de salaire ne doit pas être une culture d'entreprise. Non. Ce n'est pas une Justement, culture. merci de l'avoir précisé. Non, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une culture et on ne peut même pas encourager les chefs d'entreprise pour leur dire de tarder dans le paiement des salaires. À la question que vous avez posée, à savoir, est-ce que lorsque les employés ne partagent pas votre culture d'entreprise, est-ce qu'ils peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs? Pour dire que c'est vraiment difficile. Vous aurez avec vous des employés qui vont jouer à de l'hypocrisie, qui vont faire du semblant. Et comme l'a dit, ils créent même déjà une voie, une piste pour se faire éjecter. Et si vous êtes un bon chef d'entreprise, vous êtes regardant, vous devez savoir que déjà cette personne-là, dans 1 mois, 2 mois, dans 1 an, je sais qu'il va partir et ce n'est plus lui qui vous surprend pour vous dire je démissionne. C'est vous déjà qui savez que vous avez placé sur lui soit un stagiaire, soit quelqu'un de manière tactique et la personne est en train de prendre la main. La personne est en train de suivre, la personne est en train d'observer. Et vous savez que quand il va partir, ou bien avant même qu'il ne parte, c'est une formation, un renforcement de capacité que vous faites à la personne que vous placez en bas de lui. Et top, quand il dit, mais monsieur, ils sont en train de partir, vous n'êtes pas surpris. Celui qui va le remplacer techniquement et de manière stratégique est déjà là et prend la main sans aucun problème. C'est difficile de voir des employés qui ne partagent pas votre culture d'entreprise, votre vision. C'est difficile de les voir vous accompagner. Et c'est même eux encore en bas qui créent la rébellion parce qu'ils commencent par chuchoter à l'oreille des autres. Cette culture ne me plaît pas. Ce qu'ils font, je ne veux pas. Et ils font tout possible. Puisque le diable ou le malin ne veut pas perdre lui seul, il cherche à drainer les gens autour de lui. Il va en parler, il va en parler, il va en parler. Et comme l'a dit l'autre, on crée l'association. Ouais, mais il a dit le diable ou le malin. Ou le Donc, malin. il est un peu spirituel. Puisque on crée l'association, d'accord, pour le bien de l'entreprise. Eux, ils vont créer leur association en bas pour le mal de l'entreprise. Et c'est que quand elle va partir, bien quand elle va démissionner, c'est que 2 jours après, 1 jour après, 1 mois après, les autres aussi vont en même temps le suivre et démissionner avec lui. Ou comment c'est qu'ils forment eux leur association et c'est eux qui viendront affronter le chef d'entreprise. Écoute, mais toi, mais ta vision, ta culture d'entreprise, nous, on ne veut pas, on ne la partage pas et ça gangrène. Donc c'est vraiment difficile. Et c'est ça qui amène parfois les chefs d'entreprise à faire ce qu'on appelle la sectarisation dans le choix des collaborateurs ou dans le choix des employés. Ce n'est pas étonnant quand parfois le recruteur ou le futur employeur vous demande sur votre CV ou vous demande après l'entretien d'embauche de lui donner le nom et le contact de 3 ou bien 4 personnes de ressources par exemple. Ce n'est pas étonnant parce qu'il voit sa culture d'entreprise et il sait que ces personnes-là, il va les appeler et faire sur vous encore ce qu'on appelle une enquête de moralité avant de vous mettre dans son équipe de travail. Parfois, on va demander à certaines personnes d'envoyer des lettres de recommandation, pourquoi pas des lettres de recommandation d'un pasteur, d'un imam, d'un spiritualiste ou bien peut-être des lettres de recommandation d'une personne physique, mais qui est quand même un prescripteur, quelqu'un sur qui on peut compter et on sait qu'en cas de casse, on fera appel à la personne.
Le chef d'entreprise ne fait pas ça parce qu'il ne veut pas vous garder ou bien parce qu'il a peur de vous recruter. Il le fait parce qu'il est en train de voir lui aussi sa culture d'entreprise, il est en train de voir réussir sa vision, voir avec qui il est en train de marcher. Et vraiment, comme l'a dit mon ami, vous savez, lorsque vous réussissez votre processus de recrutement et que vous réussissez l'intégration du personnel, au moins à 70%, vous êtes sûr que cette personne-là va partager et va accompagner votre vision, va accompagner votre culture d'entreprise. Avant que la personne ne vous déçoive, ça va prendre vraiment du temps. À moins que ce soit peut-être vous-même chef d'entreprise qui peut-être la vie dessus, où il y a peut-être eu de malentendus, et quel malentendu? Des malentendus qu'on peut encore régler à travers la discussion, le règlement à l'amiable. Donc tout va, surtout comme il a dit, dans le processus de recrutement. Si c'est bien fait jusqu'à l'intégration, je crois que votre culture d'entreprise va être respectée, ça va aboutir. Ouais, si l'objectif personnel ne va pas avec, c'est pas évident que l'employé demeure longtemps dans cette entreprise parce que c'est comme son cœur est ailleurs, son corps est ailleurs, son cœur aussi est ailleurs. C'est pourquoi je dirais d'abord, les réunions périodiques sont importantes pour expliquer le pourquoi des choses des fois. Pourquoi nous faisons ça? Pour atteindre un certain objectif. Parce que l'homme a du mal à adhérer si honnêtement il ne comprend même pas pourquoi il faut faire ça. Pourquoi il faut se saluer le matin afin que moi je suis de mauvaise humeur. Il faut que j'aille toujours faire le tour et saluer tout le monde contre mon gré. Ben, c'est pour d'abord une cohésion. Donc il faudrait s'asseoir et réexpliquer les comportements, pourquoi on fait telle chose pour une telle performance. Pour que chacun puisse avoir quand même la capacité de dire à un moment donné une ouverture d'esprit parce que au-delà de tout ça, tout le monde veut de l'argent, hein, tout le monde veut aussi accomplir un projet de vie. Maintenant, si ton projet de vie se retrouve dans le projet de vie de l'entreprise, je crois que ça sera plus facile d'aller de l'avant au niveau de toute forme de culture d'entreprise. Mais il y a des gens quand même qui ont leurs pensées ne sont vraiment pas à ce niveau-là, du tout pas. Et c'est pas évident qu'ils demeurent longtemps dans ces entreprises-là. Mais au niveau des recrutements, les gens aujourd'hui contrôlent beaucoup de choses, c'est vrai. Hein. Il y a eu un recrutement la dernière fois, j'avais été un peu associée, où on a demandé, par exemple, de venir à l'entretien à 20h. 20h? Oui, c'est un gars que j'avais recommandé à une grande structure. Et quand on lui a dit de venir à 20h, il m'a appelé, il m'a dit, coach, entretien à 20h. Je lui ai dit, si c'est tel monsieur, il faut vite courir pour aller là-bas. Parce que je savais qui l'avait appelé, je sais pourquoi la personne l'avait appelé comme ça. Parce que la personne aura besoin de lui à toute heure au fait. Donc, il faudrait déjà commencer par tester si celui-ci est disponible ou bien s'il va commencer par me dire oui, à 18h ou à 17h30, on est censé arrêter avec des bons français comme ça, quoi. Donc, finalement, il a été utilisé, il a été recruté, il a été exploité plus dynamique sur beaucoup de fronts. Donc, du coup, à l'entretien déjà, les gens testent beaucoup de choses, ils te choquent. Des fois, on te met devant une situation qu'on sait qu'on peut te demander, par exemple, quelle est la prière que tu fais. C'est pas anodin. La personne sait pourquoi il t'a demandé, est-ce que tu pries? Et tu vas dire, mais c'est pour un travail, mais pourquoi il me demande prière? Donc, c'est pour tester quand même, bien choquer l'employé pour voir qu'est-ce qu'il serait prêt à accepter ou à supporter au sein de l'entreprise où on te demande quel est ton truc salarial. Ok, si le salaire vient tard, qu'est-ce que toi tu vas faire? Des petites questions comme ça. On te demande même si tu es marié. Oui, c'est des petites questions comme ça qui choquent. Si mais tu à la dis rigueur, on se demande mais pourquoi il va me demander tout ça? Alors qu'en réalité, la personne sait dans quel océan il veut te mettre. C'est pourquoi il est en train de tester. Mais bon, il y a des gens qui, des fois, se leurrent eux-mêmes, ces employés, les futurs employés, parce qu'ils se disent, c'est une bonne entreprise, je cherche de l'argent. Donc, tout ce qu'on va me dire, je vais faire l'effort de bien répondre. Alors, si tu fais l'effort de bien répondre, tu vas faire l'effort de bien accepter la culture d'entreprise auquel tu seras soumis aussi après. C'est un peu ça, chacun doit faire quand même, parce que nous sommes en train d'instruire pas mal de personnes, je crois, au travers de ces émissions-là, pour que les gens puissent quand même savoir quoi faire pour durer longtemps aussi. Oui, on parle d'adhésion à la culture d'entreprise, donc une certaine interaction entre les pratiques de l'entreprise. On doit voir l'employeur agir, l'employé aussi accompagne. Ça,
agit également sur les clients. Mais quand on partage ou qu'on adhère à cette culture d'entreprise et qu'on n'est pas reconnaissant, l'employé parfois est un peu lésé. Et quand il ne supporte plus, il baisse les armes, il dit bon, tant mieux. Il y a de ces cas-là quand même, monsieur Habib. Oui, c'est des cas qui Donc l'importance de la reconnaissance, du partage de cette culture-là. Oui, cela va du management du chef d'entreprise. Cela va du management peut-être du supérieur hiérarchique, parce que vous êtes employé, vous n'allez peut-être pas avoir votre PDG ou votre DG tous les jours. Peut-être c'est une fois l'an que vous voyez peut-être son visage. Mais quand même, il existe, il travaille dans l'entreprise, il travaille sur l'entreprise. Alors, la reconnaissance de l'employé par rapport à son adhésion à la culture d'entreprise, elle ne doit pas être en principe quelque chose de forcé. L'employé qui adhère à la culture d'entreprise ne peut pas demander que le chef d'entreprise lui soit en principe reconnaissant. Non, parce qu'on ne vous a pas forcé à adhérer à la culture de l'entreprise. Vous avez connu la culture d'entreprise, vous avez dit oui, vous avez partagé. Et vous avez peut-être fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans. Il y en a qui éternisent à des postes dans les entreprises. Alors, son problème, s'il veut jeter les armes, c'est quelque part, c'est ailleurs. Soit c'est le salaire, il n'est plus d'accord pour peut-être le salaire qu'on lui donne. Il n'est peut-être pas d'accord parce que peut-être il ne joue pas de ses congés. Il n'est peut-être pas d'accord parce qu'il y a peut-être certains avantages qui devraient lui revenir et qui vont dans la main de d'autres personnes. Il n'est peut-être pas d'accord parce qu'il a peut-être un projet professionnel latent à ce qu'on puisse le promouvoir à tel poste, il n'est pas à ce poste. Et c'est une nouvelle personne qui est recrutée, qui prend le poste. Son problème est à part. Son problème n'est pas dans ce qu'on appelle la reconnaissance du chef d'entreprise par rapport à l'adhésion à la culture d'entreprise. Et c'est un piège que je veux dire à ceux-là qui nous suivent, qui suivent cette émission. Si vous êtes employé dans une entreprise, vous n'avez pas d'ordre à donner à votre patron. Ce n'est pas de la dictature, mais vous n'avez pas d'ordre à donner à votre patron ou à vos supérieurs hiérarchiques. Et s'il le faut pour lui parler, il y a de la manière, il y a de la courtoisie. Vous ne pouvez pas être par exemple commercial et écrire directement à votre directeur commercial ou écrire à votre DG. Ce n'est pas possible. La culture d'entreprise vous demande, si vous êtes commercial, d'écrire à votre assistant, à l'assistant commercial ou d'écrire au responsable commercial qui lui en retour maintenant peut écrire au directeur commercial ou qui peut peut-être faire objet d'une réunion où on pourra vous inviter. Mais ne demandez pas si vous êtes employé quelque part ou si vous êtes déjà sur le marché de l'emploi ou si vous avez postulé et vous attendez un entretien d'embauche ou même si la semaine prochaine vous devez commencer dans une entreprise, s'il vous plaît, le patron d'entreprise, le PDG ne doit en aucun cas vous donner un franc CFA ou vous donner une quelconque motivation, qu'elle soit pécuniaire ou de n'importe quelle nature, pour le fait que vous avez adhéré à la culture d'entreprise. On ne vous a pas forcé à adhérer, vous avez adhéré et aucune reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance, ça ne se fait pas d'ailleurs. En fait, la culture, moi je donne un exemple simple. Ok. Je rentre dans l'armée. Je vais en guerre, je sais que je dois aller en guerre. C'est à la veille de la guerre que j'ai dit je démissionne. Non, c'est parce que je suis allé en guerre pour le pays me doit reconnaissance. Non. Non. Il n'y a pas de reconnaissance en fait de l'employeur parce que vous avez adhéré à sa culture. Non. Parce que après tout, cette culture-là est mise en place avec vous. C'est pourquoi je dis c'est 2 niveaux. Il y a le niveau suprême qui est le manager qui impulse et on fait tout en fait pour que l'adhésion vienne d'en bas. C'est-à-dire le niveau inférieur en fait et c'est le juste milieu qui donne la culture de l'entreprise. C'est la culture d'entreprise qui t'a permis de recevoir ton salaire, donc du coup, bon, c'est normal quoi. Donc, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est au niveau des clients ou des fournisseurs qu'il y a peut-être un autre problème parce que la culture d'entreprise, ce n'est pas seulement avec les employés. Non, ça doit agir. Ça agit sur les clients. Quand on voit par exemple MTN qui nous envoie des SMS, aujourd'hui ils ont intégré un autre volet. Par exemple, tu m'envoies un truc, ok, tu veux m'informer, d'accord. Il faut que je sois toujours informé. Mais à un moment donné, je ne veux pas d'information. Parce que je ne veux pas. Oui, parce que ça perturbe pas. Parce que ça me perturbe 1 million de fois. Voilà, et ça me répète. Et puis, quand ils négocient les publicités, bon, ils nous envoient. Mais à un moment donné, ils ont intégré une autre formule ces temps-ci. Et puis, on te dit, si tu ne veux plus voir ça ou si tu veux avoir moins, clique sur ce truc-là. C'est parce que peut-être beaucoup de clients aussi se sont plaints. Cette culture d'entreprise, c'est bon pour vous, mais là, nous, on ne veut pas.
Et si on ne veut pas, c'est qu'on risque d'aller vers d'autres opérateurs. Et ils ont intégré maintenant ce volet-là. Ok, c'est volontaire. Si tu vois, si tu ne vois pas, compose ceci. Et ça s'arrête. Maintenant, il y a les fournisseurs, par exemple. Ok, l'entreprise là a l'habitude de payer peut-être, c'est comme par exemple, on prend les marchés publics, hein, on dit toujours, bon, ça ne paie pas vite. Un bon moment après. Maintenant, si je veux prendre ce marché ou livrer des choses à cette entreprise, je sais qu'ils vont me payer peut-être 1 an plus tard. C'est leur manière de payer ça. C'est comme ça, eux, ils sont. Si je veux, à un moment donné, je ne veux plus livrer à cette entreprise, je dis, bon, écoutez, votre truc là, ça ne marche plus. Maintenant, je veux quelqu'un qui va me payer maintenant mes sous parce que j'en ai besoin. Donc, du coup, ça peut amener certains clients à se rétracter, à ne plus vraiment livrer à cette entreprise. Et télé, si tu veux être à la télé, il faut être matinal aussi. Hein. Donc, du coup, oui, en fait, c'est aussi culture d'entreprise, quoi. Il faut que tu abandonnes vite ton lit. Bon, tu ne veux pas être matinal, il faut que tu regardes un peu plus. C'est des petits détails qui agissent aussi sur ceux-là qui ne sont pas au sein de l'entreprise. Et c'est à eux aussi d'intégrer ça en eux. Et ça, il faut chacun essaie d'évaluer ce que ça m'apporte. Ok, je n'aime pas ça, je ne voudrais pas ça, mais au-delà de ça, il y a d'autres avantages aussi que je veux bien. Donc, au nom de ce que je veux bien, au-delà, ok, je me sacrifie, j'accepte, j'intègre. Et il y a beaucoup de choses qu'on essaie de partager avec les entreprises aujourd'hui. Pour quand même gagner d'une manière ou d'une autre. Oui, je veux compléter en parlant bien sûr de la culture d'entreprise à l'extérieur de l'entreprise, d'accord, vers la clientèle. Je vais compléter, dire qu'il y a de ces directeurs commerciaux, il y a certains directeurs commerciaux, je retire, ou les directeurs de communication qui parfois confondent la culture d'entreprise externe avec la politique de fidélisation du client ou la politique de satisfaction du client. Si vous donnez des cas de fidélité, par exemple à un client, si vous voulez faire des rabais, des ristournes, ou si vous organisez des ventes promotionnelles, cela n'est pas dans la culture d'entreprise, pas du tout. N'allez pas assommer ou charger ou fatiguer votre PDG pour lui dire, ce client, il paye bien chez nous, il devient un client fidèle ou un client relatif ou un client absolu, comme c'est la fête de la tabaski, il faut lui offrir 2 moutons, 3 moutons. Ça, ce n'est pas dans la culture d'entreprise. Directeur commercial, directeur de communication, c'est dans votre politique marketing ou c'est dans votre politique de fidélisation de la clientèle. Ce n'est pas, ne faisons pas l'amalgame pour charger les PDG, les directeurs, ou bien si vous-même, vous êtes le chef de votre entreprise, ne confondez pas votre politique de votre culture d'entreprise externe avec votre politique de fidélisation ou de satisfaction de la clientèle. Vous allez tout mélanger. Ce n'est pas seulement la politique de fidélisation. Quand ça devient répétitif, ça devient culture. C'est pas seulement. C'est pas faux aussi. Quand ça devient répétitif, on commence par un client, mais après tous les clients. Et chaque année. On n'arrive pas souvent à faire ça à tous les clients. Bon, ça c'est plus gros. On le fait au plus gros client fidèle. Moi, je dirais quoi tout ce qui est politique, tout ce qui est stratégie, est différente de... C'est vrai, la culture s'inspire de la stratégie, mais elle est différente de la culture de l'entreprise. Ok. Vous voyez? Je prends un exemple simple, la politique RSE. La politique sociétale d'une entreprise. Ça ne veut pas dire en fait que ça rentre dans la culture de l'entreprise. Mais on dit aujourd'hui, une entreprise doit avoir une politique RSE. En fait, il y a des normes. Bien sûr. Tu ne peux pas être dans la norme ISO, par exemple, et ne pas faire un certain nombre de choses. Or, l'entreprise est dans la norme ISO. Elle est obligée de se confondre. Ouais. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu la part des choses. D'accord. Allez, on va respirer un coup et revenir cette fois-ci pour parler du rôle des motivations et les facteurs inhibant la culture d'entreprise. C'est ces 2 grands temps qui nous attendent pour donc boucler les échanges sur la culture d'entreprise. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol, nous sommes en train de parler donc de la culture d'entreprise, ce que c'est, comment la partager. Et je suis avec Habib Rodonou, qui est gestionnaire et qui est recruteur et spécialiste en management des organisations. Monsieur Gibran Nakman, qui lui est recruteur
recruteur également et gestionnaire des ressources humaines, et Madame Aurore Dosuyovo, qui est donc formateur en entrepreneuriat. À tout de suite. Je suis assistante dans la société. C'est une société qui s'occupe de la gestion de projets, de la digitalisation et de la budgétisation. Pour moi, la culture d'entreprise, ce sont les normes, les croyances et les valeurs qui caractérisent une entreprise. Bon, je vais définir HSDG comme une société où nous avons l'esprit d'équipe, une société où nous ne sommes que des femmes, nous sommes 4 femmes, donc nous sommes assez soudés. Et avec notre patron, je dirais c'est pas comme si c'était une société où on dirait c'est moi le chef. Non, notre patron est quelqu'un de vraiment ouvert d'esprit, de vraiment compréhensif. Donc on a une facilité à discuter avec lui, à lui poser nos problèmes quand ça ne va pas. Et puis il nous met quand même dans de très très bonnes conditions. On ne peut pas se plaindre en fait. Et quand je suis venue dans la société, on nous a demandé à chacun, on nous a demandé qu'est-ce qu'on aimerait. Quand il y a un problème, on tient compte de nos avis en fait. Donc en fonction de ça, on a vu que bon, chacun avait la liberté d'expression, pouvait dire tout ce qu'il voulait, bon, quand même dans les limites, mais quand même, ça s'est fait facilement et naturellement. Un projet, par exemple, sur lequel on doit travailler, on se concerte entre nous. Chacune a une tâche donnée à accomplir. Après, il y a une petite réunion qu'on fait entre nous pour que chacun écoute les amendements, les apports par rapport au travail fait. Après, il y a le patron aussi qui vient vers nous. On lui présente nos travaux et tout. Et au fur et à mesure, chacun voit ce qu'il a fait de bien ou de mal et tout. Et finalement, on se comprend, quoi. C'est pas, quand il y a un projet, franchement, tout se passe bien. C'est pas quelque chose où on est stressé, c'est difficile. Non, 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 non. De base, je n'ai peut-être pas étudié la gestion de projet, mais je me découvre des talents, je vais dire, en fait, en matière de gestion de projet. Parce que, c'est comme j'ai dit, quand il y a un travail, il n'y a pas de « moi je suis assistante, moi je suis peut-être comptable, moi je suis… » Non, tout le monde met la main à la pâte en fait. Donc on apprend chaque jour, on découvre de nouvelles choses et on se découvre des talents. Donc ça m'apporte beaucoup. L'impact de cette culture sur nos clients. Pour parler de ce sujet, j'aimerais prendre un de nos domaines, par exemple, la digitalisation. Déjà, au sein de notre société, comme c'est quelque chose qu'on fait, quand on veut aller vers un client, forcément, on y va comme si c'était notre propre société, en fait, qu'on voulait digitaliser. Donc, peut-être le client, au début, il est peut-être surpris, il se dit non, c'est les mêmes choses, c'est ce que tout le monde fait qu'ils vont faire. Mais à la fin, ils sont agréablement surpris, je dirais, hein, parce que déjà, ils trouvent une équipe assez dynamique, des femmes, excusez-moi, assez jolies, souriantes, tout ça. Et après, on leur remet leur travail et tout, et ils sont contents, ils sont très contents. Donc ça a un impact assez positif. La culture d'entreprise, c'est, je vais dire, l'environnement, l'esprit qu'on veut incarner au sein de son personnel, de son équipe. C'est un peu comme, je vais dire, l'identité personnifiée qu'on donne à l'entreprise lorsqu'on entre. De l'extérieur à l'intérieur de l'entreprise, ce n'est pas la même atmosphère. Et cette culture d'entreprise, je vais dire, c'est un peu comme l'esprit qui permet à toute l'équipe, à toute l'entreprise d'avancer vers un idéal. La culture de notre entreprise, je vais dire qu'il n'y a pas de règles. Nous avançons dans la liberté de l'expression des talents. Chaque personne qui travaille sur un projet ou sur un produit en interne a la liberté de faire évoluer le produit à sa guise, de prendre le produit ou le projet comme le sien et de travailler dessus comme bon le semble. L'évolution du projet ou du produit fait partie ou faire évoluer l'entreprise, donc qui grandira et qui évolue de plus. Avec cette culture d'entreprise, je suis capable de dépasser mes limites parce qu'on ne me met pas dans dans une moule qui m'empêche de me développer. J'ai cette liberté de pouvoir exprimer mon talent. Si je veux faire ou quitter le domaine pour lequel je suis même venu dans l'entreprise, c'est possible.
Je peux venir en tant que marchand, enfin en tant que comptable et finir en tant que peut-être développeur. Tout est possible. L'impact est que justement les clients, ils sont toujours étonnés de voir le résultat qu'apporte l'entreprise à leur niveau. Parce que pour une entreprise, par exemple, qui est limitée dans son domaine d'activité peut-être et qui pose des jalons qui limitent aussi ses employés ou, je vais dire, l'évolution des talents au sein de son entreprise, la prestation de cette entreprise face à un client est toujours limitée. Mais lorsqu'on laisse, on permet aux talents de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'extérioriser, on peut partir d'un domaine d'activité à un autre, englober plusieurs domaines d'activité, satisfaire le client dans tous les sens du terme, à 360 degrés. Ici, la culture d'entreprise de capital humain permet à l'employé de se sentir en famille. Bon, l'employé passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Donc, capital humain met en place les moyens nécessaires pour que l'employé se sente chez lui. Nous célébrons de temps à autre des anniversaires. Parfois, bon, même s'il n'y a pas d'occasion particulière, nous organisons de petites collations les vendredis soirs, juste pour que l'employé ne se sente pas stressé. En plus de ça, bon, parfois, à des moments de travail, quand le travail est trop, on prend parfois de petites pauses, au cours de laquelle nous faisons des blagues, juste pour déstresser le personnel. Bon, l'impact sur le rendement, l'employé se sent plus en confiance. Et le fait de se sentir en confiance fait que l'employé produit plus que ce qu'il doit produire normalement parfois. Et le fait de se sentir aussi chez soi au bureau fait que l'employé ne voit pas trop le stress du travail et le travail qu'il fournit, le résultat qu'il fournit est un résultat presque parfait, pour ne pas dire plus que parfait, parce que personne n'est parfait. Quand l'employé se sent bien, il fournit un bon résultat et puis le client aussi est satisfait. De retour sur ce plateau, donc, alors, les rôles de la motivation, parce que si vous motivez mieux, je pense que c'est presque comme soudoyer. Est-ce que la motivation joue un rôle particulier dans cette adhésion à la culture d'entreprise, M. Nampma? Moi, je dirais oui. Oui, parce que la motivation, déjà, les systèmes de motivation sont des politiques de rétention de l'employé. Des talents en fait, dans l'entreprise. Donc quand on parle de culture d'entreprise aussi, c'est tout ce que nous mettons en place pour pouvoir retenir ces talents. Ouais. Donc la motivation, elle est importante. Maintenant, la motivation, ce n'est pas... il y a des motivations positives, il y a aussi... C'est comme les sanctions. Il y a des sanctions positives, il y a des sanctions négatives. Les sanctions positives qui participent à la motivation, c'est les bonus. Ok. On donne tel bonus, on élit le meilleur employé. Ça participe à la culture de l'entreprise. Mais en même temps, ça motive. Mais sanction négative, c'est que c'est les avertissements, les renvois. Mais ce qui s'applique dans certaines entreprises qui impacte la culture de l'entreprise, c'est que pour une sanction négative, par exemple, Oui. On peut célébrer la sanction négative. Célébrer? Oui. Comment? Par exemple, il y a un renvoi. On le célèbre? Vous pouvez faire une fête à celui qui est en train de partir. Il y a une démission, par exemple. Ok, d'accord. Il y a une démission, vous pouvez faire une fête. Et tout le monde lui fait son bilan. D'accord. Quand on lui fait son bilan, lui-même, il sait ce qu'il doit corriger. Ce n'est pas, on envoie le courrier, on te dit, demain tu quittes mon entreprise. Tu quittes l'entreprise, mais tu ne sais pas ce que tu dois corriger. Oui. Bien sûr. Donc, les éléments de motivation sont intégrés déjà dans la culture de l'entreprise. Parce que pour pouvoir motiver, ce n'est pas seulement le salaire, ce n'est pas seulement la rémunération pécuniaire, mais c'est les valeurs, la cohésion de l'équipe.
C'est aussi, comment on appelle ça, la personnalité que dégage ce leader qui est en face de l'entreprise, qui donne une certaine motivation, un certain entrain. Et c'est en même temps la politique de performance continue. D'accord. Les facteurs de motivation, Madame Dossier, ou le rôle des motivations? C'est par exemple de l'encouragement public, par exemple, des félicitations. Ça fait partie des motivations qu'on apporte parce que la personne, bon, on a remarqué qu'il s'intègre bien, il participe bien, on dit de venir tout le temps à l'heure. C'est quand on évalue tout le temps, toute une année, il est tout le temps venu à l'heure. Il faut s'arrêter à un moment donné pour dire à tout le monde, voilà, nous avons remarqué telle personne et il est le premier qui vient le plus à l'heure. Des fois, il faut que le patron reconnaisse au-delà de lui-même, qui peut-être vient en retard, qui n'est pas le modèle parfait. Et célébrer pour dire, voilà, regardez telle personne. Et le fait qu'on célèbre ces victoires ou bien ces choses qu'on motive de cette manière-là, ça amène les autres aussi à vouloir aspirer à être sur le prochain, ou bien les bonus de fin d'année, les encouragements de fin d'année, parce que bientôt, décembre ne reste plus longtemps, et il faudrait que les chefs d'entreprise pensent à faire un petit bilan sur tous ceux-là qui ont quand même interagi, le meilleur client, le meilleur fournisseur, le meilleur employé, ou je sais pas, et quand même bonifie ou bien parle. Des fois, c'est pas nécessairement l'argent, le fait déjà de parler, d'écrire par exemple une page Facebook, par exemple, je prends comme ça, et de dédicacer telle chose à telle personne, ça peut encourager d'autres à quand même comprendre que ce que je fais, on le remarque, c'est pas dans l'ombre. Et ça fait un effet de surprise pour certains. Ils se disent, voilà, oh, je savais pas que tout ce que je faisais dans l'ombre, quelqu'un m'avait remarqué. Donc ça amène quand même à redémarrer une nouvelle année et sur de meilleures bases, à quand même si au cours de l'année, il y a le découragement, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans une entreprise, même s'il y a un découragement, qu'on se rappelle quand même que ceux-là, il y a une motivation qui est en vue, donc je vais faire l'effort de donner le meilleur de moi-même pour atteindre ces objectifs. Le patron s'est remarqué, des fois le patron peut dire oui, ok, nous devons normalement augmenter les salaires, mais nous n'avons pas atteint les sous qui sont escomptés, l'argent n'est pas rentré dans la caisse pour autant, donc nous allons faire davantage d'efforts et si ça vient, chacun va avoir. Et il y a aussi le fait qu'on a fait autant d'efforts dans une entreprise, tous ceux qui sont clients, ont travaillé, mais l'entreprise bat de l'aile toujours. Il y a cette ouverture qu'il faut partager aussi. Ça permet aux employés, à tous ceux qui vont avec, de savoir quand même, ok, notre effort n'a pas atteint le niveau que nous voulons. Donc, c'est pourquoi peut-être nous pouvons manquer de salaire. Ça peut arriver. Et ça amène les uns et les autres à partager quand même le challenge du boss. Pour que le boss seul, c'est lui seul qui souffre dans son coin. Les autres employés disent que quand même il y a de l'entrée. Pourquoi ils ne nous ont pas donné? Quand il y a manque d'informations, ça peut créer ce dysfonctionnement. Donc la motivation joue un rôle très important dans l'évolution de tout ce qu'on dit. Ok, d'accord. Bon, le 13e mois aussi, ça peut être une culture d'entreprise. Oui, ça peut être une culture d'entreprise. Le 13e mois, c'est une bonne culture. C'est une norme par exemple dans les établissements financiers. Parce que la convention collective déjà intègre ça. Okay. Donc, 13e mois, pour certaines entreprises, c'est une culture, mais pour d'autres, c'est une norme. D'accord. Il faudrait qu'on fasse aussi la part. Oui, bon, ceux qui n'en font pas une norme peuvent en faire une culture. Quand l'employé entend 13e mois, là, il va rester au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour prendre le 13e mois, même si c'est que l'envie lui prenait de partir. Allez, la dernière question. Les facteurs qui peuvent inhiber la culture d'entreprise, M. Rodon. Le sens de l'écoute. Quand l'employé ou le personnel... Vous avez perdu de la voix là, on n'entend plus bien. Quand l'employé ou le personnel
il constate que vous avez du temps pour lui et vous l'écoutiez, il sent quand même qu'il y a ce relationnel-là, parce que ça peut quand même être un facteur qui déclenche et qui motive l'adhésion de votre employé à défendre, à partager votre culture d'entreprise. Il y a aussi le fait que vous célébrez par exemple les naissances, vous célébrez les anniversaires par exemple. Il y a le fait que parfois aussi vous pouvez, pourquoi pas, célébrer le départ en congé de quelqu'un, un petit message en dehors de la note de service ou de programme, le planning de congé, par lequel tout le monde sait que telle personne va en congé, telle personne va en congé, revient, voilà la personne qui va assumer son intérim. Un petit message qui vient du boss ou bien qui vient des collaborateurs. Nous savons que tu pars en congé, demain nous te souhaitons très bon congé, amuse-toi bien, reviens-nous en toute forme. C'est des choses qui peuvent motiver. Et moi, je voulais que nous puissions aussi aller vers le côté externe, les clients par exemple. Que fait généralement le chef d'entreprise pour motiver le client, pour motiver son partenaire, pour motiver son fournisseur, d'accord, pour qu'il continue d'adhérer et qu'il continue de partager votre culture d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle par exemple les clients ambassadeurs. Le fait que par exemple vous avez un client, vous le fidélisez, il est fidèle, mais vous décidez carrément de faire de lui un client ambassadeur. Nous te confions la responsabilité de représenter notre marque par exemple, nous te confions la responsabilité de parler de nous autour de toi, ci et ça, et voilà les avantages qui peuvent accompagner cela. Ça motive le client. Le fait que vous dites, bon, l'année passée nous avons organisé une vente promotionnelle à Cotonou. Tu es le meilleur client pour nous, ok, tu es de quel village, tu es d'où, bien où est-ce que tu habites, quel est ton quartier. Quand nous allons organiser cette année-ci notre campagne promotionnelle, même si nous ne pouvons pas déployer tout national dans ta zone, d'accord, on va peut-être envoyer, pourquoi pas, un camion, les camions... les camions pour dire merci pour le mot que nous utilisons pour faire la publicité, ou on peut peut-être envoyer pourquoi pas les commerciaux devant ton portail, ou on peut mettre devant ton portail quelque chose pour montrer que nous sommes en train de faire une campagne promotionnelle, une vente promotionnelle, tout ça pour motiver quand même le client qui est fidèle, qui achète chez vous. Le fait que vous puissiez aussi communiquer vos chiffres, vous avez fait un état financier, vous avez fait un bon exercice, les chiffres sont reluisants. Ça, vous communiquez cela, ça donne confiance aux partenaires, ça donne confiance aux fournisseurs, ça leur permet de continuer à travailler avec vous, de continuer à vous vendre, de continuer à vous livrer. C'est vrai qu'il y a certains chefs d'entreprise, parce que s'il faut envoyer un état financier à la banque, c'est qu'il y a trois formes d'état financier. Il y a l'état financier qui ne vont pas à la banque et il y a des états financiers qui ne vont pas aux impôts. Donc, mais c'est vrai, c'est l'homme des choses. La communication reste une communication. Absolument. Donc, il ne faut pas limiter la communication. En fait, c'est des choses quand même qui motivent le fournisseur, qui motivent le partenaire. Quand il a la communication sur vos chiffres, ça le motive, ça le donne confiance. Vous êtes resté sur la motivation. Je demandais les facteurs qui empêchent. Ah, d'accord. Ça veut dire que les facteurs inhibants, en fait. Non, vous avez fait un apport sur les motivations, le rôle des motivations dans le partage de la culture, ça c'est connu maintenant. Enfin, c'est clair, j'allais dire. Mais là, nous sommes les facteurs qui empêchent. Ce qui empêche, en fait, la culture d'entreprise, c'est ça, bien sûr. Mais en fait, ce sont les freins ou les limites à la bonne culture d'entreprise. Par exemple, une mauvaise communication. Lorsqu'il n'y a pas une très bonne communication, ça empêche. Lorsqu'il n'y a pas un esprit d'équipe, ça empêche la culture d'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas le sens de l'écoute avec le personnel ou avec les employés, ça empêche la culture d'entreprise. Lorsque, par exemple, vous habituez votre personnel à un système ou à un type de motivation et que le personnel commence par constater que ce système ou bien ce type de motivation va de plus en plus dégradant, ça empêche de partager ou bien ça donne un frein. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que vous avez instauré une culture d'entreprise, vous avez instauré certains types de motivation et à un moment donné, en fait, en fonction des résultats, ça commence par devenir dégradant. Voilà. Et dans ce cas, il faut communiquer. Mais c'est la communication, en fait. C'est-à-dire, une mauvaise communication empêche la culture d'entreprise de s'installer. C'est tout. Autre facteur qui peut inhiber, qui peut empêcher par exemple le partage ou l'entrain ou la véracité, la vie à votre culture d'entreprise, c'est lorsque vous-même, leader ou chef d'entreprise, vous n'êtes plus en phase avec votre culture d'entreprise. Quand vous ne respectez pas votre parole,
quand vous ne vous respectez pas devant le personnel, quand vous sortez certains mots que vous ne devriez pas sortir par exemple, quand votre style de communication n'est pas en phase avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, comprenez que ça décourage ou ça démotive complètement le personnel qui partageait votre culture d'entreprise. Ne tout pas d'abord le chef d'entreprise lui-même. Comment est-ce qu'il est en phase avec la culture d'entreprise qui vous communique, comment il est en phase avec la culture d'entreprise qu'il partage avec vous. Je pense que de mon côté, c'est ce que je peux retenir comme ce qui est mis. Quelque chose à ajouter, M. Nakon? Bon, je vais juste dire, quand la vision change, il y a des adaptations. Donc, tout part de la vision. Et une vision bien tracée peut amener une culture à bien se développer. Mais, si c'est raté, la vision, et quand on dit la vision, ce n'est pas... beaucoup font l'amalgame en fait, entre la vision de l'entreprise et la mission. Je donne un exemple bête. Une entreprise qui a pour vision réécrire le monde, ou bien recréer le monde. Donc, toute sa culture d'entreprise, en fait, doit conforter cette vision-là. Recréer le monde en faisant quoi? Ça, c'est sa mission. C'est en faisant quoi, là? C'est sa mission. Ouais. Donc, quand la vision est mal définie, ça pose un problème. Ça freine la culture de l'entreprise. Parce qu'on va dans tous les sens, en fait. Quand la communication n'est pas assise dans l'entreprise, ça freine la culture de l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas mettre en place des systèmes de motivation et après commencer en fait par freiner. D'accord. Aussi, quand les perspectives changent, c'est-à-dire l'économie a changé, tout a changé, vous-même vous faites un changement organisationnel à 360 degrés, et là, ça va freiner un peu votre culture d'entreprise à un moment donné. Puis, quand vous voulez vous développer, vous voulez attaquer l'international. Une culture de là-bas peut venir aussi influencer la culture interne de l'entreprise. Donc, c'est tout ça qu'on prend en compte pour pouvoir, comme facteur inhibant. Quand la culture est trop pesante, trop rigide et rigoureuse, ça peut inhiber complètement parce que l'homme, naturellement, n'aime pas trop de rigueur. Bon, la rigueur, oui, mais quand c'est trop, l'homme ne se retrouve plus trop dedans. Donc, ça peut créer des décadences, des faux pas à tout moment. Et ça peut inhiber tout le zèle de départ. Ou bien quand quelqu'un devient plutôt un gendarme, et puis bon, quelqu'un devient trop un gendarme derrière tout le monde, à un moment donné, on espère que lui-même, il chute. C'est-à-dire tout le monde est unanime, quoi, dans son cœur, quoi, que, en tout cas, on guette le jour où toi-même, tu vas foutre dans ce truc-là. Et finalement, tout le monde est heureux, comme, ouf, enfin, voilà. Lui-même qui disait tout le temps ça, voilà, il n'a même pas fait. Donc, ça crée une certaine décadence. Donc, culture d'entreprise, oui, mais pas trop rigide, pas trop dur, pour amener quand même les objectifs à être atteints. Merci à chacun de vous, Madame Rod Suevo, formateur en entrepreneuriat, Monsieur Habib Rodonou, recruteur et spécialiste en management des organisations, et Monsieur Gibran Nakman, qui lui est gestionnaire de ressources humaines. Nous avons parlé de la culture d'entreprise, ce qu'elle est, les facteurs qui peuvent inhiber cela et aussi les facteurs d'adhésion à la culture d'entreprise. On a dit essentiellement que c'est l'ensemble des valeurs partagées au sein de l'entreprise qui rend cette entreprise unique. Et ça ne concerne pas que l'interne, même les clients de l'entreprise peuvent partager la culture d'entreprise. Voilà donc ce qui a été dit. Maintenant, c'est la place au jeu. Vous savez à quoi on veut jouer aujourd'hui? C'est tout sauf des mots. Non, ce que vous avez fui la dernière fois, c'est ce que j'ai amené. Alors, on joue à la musique aujourd'hui, chers amis. Votre devoir, c'est de me donner l'artiste qui chante et le titre. Chacun a une liste de 3 sonorités. Artiste et le titre. Artiste et le titre. Ça, j'ai déjà échoué là. Vous n'écoutez pas la musique? Ouais. Oui. Ah. Je n'écoute pas comme ça la musique. Vous n'écoutez pas comme ça la musique? Bon, j'écoute la musique, mais je suis plus dans l'acoustique. L'acoustique.
Ah, bon, vous allez faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Oui, vous le connaissez. Bon, donnez-moi au moins un. Si vous ne connaissez pas le titre de la chanson, donnez-moi tout au moins le nom de l'artiste. Ok. Bon, On va essayer. Voilà. On y va. Donc, il n'y a pas de club. Non, il n'y a pas de club. Faites, on y va. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, monsieur... J'ai dit monsieur, doucement regarder. C'est lui d'abord. Habib a cette manière de ne jamais vouloir prendre la liste A. Bon, montrez-leur que vous êtes une Amazone. Nous vous laissons la main. Montrez-leur que vous êtes une Amazone. On est à la En fin. prenant la liste C. Je n'allais pas vous donner la liste A. Ils étaient contents. Non, elle prend la liste C. Alors, monsieur Nanko va prendre la liste A. Et puis, monsieur Habib va prendre la liste B. Super. Bon, c'est des chansons faciles, hein. Elle n'a rien mis de compliqué ici. Okay. On y va. La liste A, monsieur Nankpan. Oui. Première sonorité. C'est ce que vous avez à écouter. Vous pouvez pas baser. Peut-être José. Pardon? Peut-être José. José. Mais non. Non, je sais pas. Ah non. Bon, donne-moi moi le titre. C'est Dieu qui m'a donné peut-être. C'est vrai que les titres, c'est pas loin de là, mais c'est pas ça. Hein. Qui connaît? C'est Dieu donné. Ah, Dieu donné. Dieu donné de Blanche Bailey. Ah, d'accord. Blanche Bailey. Ça doit être son tout dernier titre. Elle est en train de sortir un prochain, je ne sais pas si c'est finalement sorti, mais c'est le dernier en date, Dieu donné de Blanche Bailey. Okay. Vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Deuxième sonorité de la liste A. Dans les moments de joie, t'es toujours là, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments de galère, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments d'angoisse, t'es toujours là, t'es toujours là. Quand la vie va payer, on sait avec qui dépenser. C'est ça l'amitié, mon ami. C'est ça l'amitié, c'est ça l'amitié. Pardon? Ça va ressembler un peu à Toufan. Ça va ressembler à Toufan. Quelqu'un connaît? Non. Madame? Ah. Faites, tu es allé chercher les sons là-haut. Non, pas des Ivoiriens. Ah non. C'est des Béninois, je pense. Ah. Donc on n'écoute pas la musique béninoise alors? Ah bon, le rythme n'est pas béninois. Ce rythme-là est purement ambiance de Babi mélangé. Il y a Assel Méry dedans. Vous connaissez tous Assel Méry? Oui. Ils peuvent voir la vidéo. S'ils peuvent voir la vidéo, ils vont voir qu'il y a Assel Méry dedans. Et Bouvan fit Assel Méry, c'est mon ami. C'est le titre, c'est mon ami. Je pense que Bouvan doit être béninois, non? Bon, je sais plus, je vais pas dire n'importe quoi. Je sais plus trop, mais au moins Arcel, tout le monde sait qu'il est béninois. Bon, si on peut pas voir la vidéo, c'est pas bien grave. Allez, voilà. Voilà, donc vous voyez. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que vous voyez ça. Ah, d'accord. Mais sur YouTube, je vous dis pas, les sons sortent toutes les heures.
toutes les heures. Donc, si vous n'êtes pas vraiment intéressé, c'est que vous n'allez jamais connaître les artistes. Bon, le dernier titre de la liste A de Monsieur Nakwa. Ah, je suis déçue. Unda wanyenye no do fulumi Ikele babiton koda dame Unda wanyenye no do fulumi Ikele babiton koda dame Nuo madame si bokari azomono jeme Bono rume Oyokpo fitele Ayido eba jende. Bon, Gibra a donné sa langue de chant. Hein. Donc, C'est pas lui. pardon, faites faut leur montrer la vidéo. Ça, là, non, là, ils doivent dire ça ici. Évolue un peu. Ah, c'est un beau ouais, c'est ça. Ah bon? Le visage ne lui dit même pas. Ouais, non. Ah, monsieur l'enfant. Ils ont même écrit. Ils ont même écrit les artistes. Ah, c'est Bobo ouais avec Pépé Oleka. Hein? Et le titre c'est quoi? Amour à la folie. Bon, moi je connaissais pas le titre, hein, mais bon, les deux artistes là, je les connais. Pépé Oleka, une très belle. Bobo. Ouais, oui. C'est tout ce que vous avez. Enfin, notre Bon. d'entreprise n'est pas orienté vers Belle son. Et la culture des titres. Et la culture des... Allez, la liste B, monsieur Habib. Bon, donnez-moi un Je vais essayer. Je vais essayer. La première sonorité de la liste B, oh là là. Running after me, you are more than enough. I will put my trust in you, you are more than enough. Every day I need you cause you are more than enough. I can't live without you, oh you are more than enough. I recommend Jesus, my hope and my defense. I don't change in God. In a Je passe. Vous passez. Je Moi, passe. j'ai du mal. Là. C'est Chidima. Après, je connais un mot. C'est Chidima. I recommended Jesus. Jesus. Ok. C'est le titre. D'accord. Deuxième titre. C'est pas mal que tu... Ça là, au moins, dites-le moi. C'est pas compliqué. Non. Laisse-moi te raconter comment ça a commencé. Ils ont dit j'aimais les femmes et qu'ils Ça fait me une voix condamnent. Ils internationale. ont dit ci, ils ont dit ça. J'ai vu la douleur dans les yeux des gens qui m'aiment. Je leur pardonne. Est-ce que tu m'entends répondre? Tu m'entends répondre? Est-ce que tu me vois répondre? Tu me vois répondre? Mon travail parlera pour moi. Pour moi, ça me délivre de mon toit. On s'en fout. Barbara? Le rythme doit vous parler. La voix doit vous parler. J'avoue, je passe. Vous avez la culture de la... C'est Charlotte Dipenda. Ah, sorry. Le rythme est purement camerounais. Je ne sais pas ça quand même. J'ai les amis. Le titre c'est On s'en fout. Ça a même occupé TikTok pour moi. Ah, mais désormais, il n'a qu'à jouer carrément le refrain. Là, on passe au refrain. Ah non, c'est trop facile. Un petit d'entreprise, c'est le refrain. Même si on va jusqu'à la fin.
Le troisième titre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est lui qui joue quoi là? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu comprends? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Qui t'a dit ça? Je passe. La voix ne vous dit rien. Non, allons dans le slow. Il peut mettre du slow. Le slow. Mais- Lui, c'est acoustique. Pour vous, c'est slow. Ou le rap, oui, mais Bon, le rap, il y vous aura- connaissez l'adage qui dit Ranclous en coup, Gabodo dans nos camps. Vous connaissez ça? D'accord, là, vous expliquez ça. Ben, en off. il met le rap, on va voir. Oh, mais le rap. Vous avez reconnu l'artiste? C'est pas la camionneuse là. Non, non. Il est béninois. Ah Il est bon? Benoît. Formidable, hein? Et il est jeune. Attendez. Celui qui a dit ça là. Il a, qu'il me pardonne, le nom de savon de Marseille. Tout ça. Le C'est chat. Panico. Le Fanico. Le titre, vous connaissez tout au moins Panico? Oui, Bien sûr, oui, bien oui, sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Voilà, oui, ben. Voilà. Qui t'a dit ça, c'est le titre? Qui t'a dit Allez! ça? Au moins tu allais dire le titre. Bon, mettez le rap maintenant, mais il n'a qu'à changer le rap pour le dernier morceau. La liste c'est pour madame. Je suis heureux, peut-être elle va faire honneur aux artistes. Premier titre. Toi-même, la fille, aller chercher les sons. Comment je vois vraiment? Ça m'a parlé petit des gens. Il n'y a aucune chance. Moi-même, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. On va arrêter le massacre. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Vous essayez? Non, non, j'ai pas trouvé. C'est Kiss Daniel. Ah, que Daniel. Je pense que ça doit être le tout dernier qu'il a sorti. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ok. C'est My G, le titre. Deuxième titre. Mais tu faites ce que tu as fait là, mais les invités là, c'est pas cool, hein. C'est pas les titres qui vont reconnaître. Au moins, ça, c'est. Tout le monde compte ça, hein. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme l'anneau Francis. Ça fait mal quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Et tu te demandes Seigneur pourquoi. Mais faut jamais désespérer. C'est confirmé. C'est Roselyne Layo. C'est pas Roselyne Layo par hasard. Et moi, j'ai de la peine. Même moi, je n'aurais pas trouvé. Ça, là, il faut que je l'avoue, je n'aurais pas trouvé. C'est une playlist compliquée à deviner. Hein. Vous avez une idée, non? Ah, non. C'est la disque camerounaise dont tout le monde chante le titre là maintenant. Là. Comment le titre là c'est Ah, papa ne m'a pas encore béni. Comment il chante la chanson là même? Un jour pour moi va sortir. La dame qui a donné ça. Chrisem, c'est son nom. Qui croira verra. C'est l'actrice camerounaise également en vogue actuellement. Je pense qu'elle doit être bamiliquée. Bon, que le Camerounais m'excuse si je me trompe, mais je pense bien que c'est son ethnie. Voilà, le dernier titre pour arrêter le massacre. J'avais faim, il m'a donné à manger. Je suis tombée, papa doit m'a relever. Je sombrais. Bon, en fait, j'ai fini par comprendre que ce sont les titres que ma réalisatrice aime. Voilà. Qu'elle me l'a proposé. C'est ça, en fait. Il ne faut pas faire Ah, l'intégration. non, 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 non. Ça ne Vous passe avez pas, une madame. idée? Moi, je ne connais pas. Mais on m'a écrit ici, il me dit après Dieu, c'est Dieu. Bon. C'est un naufrage collectif. Absolument. Parce que moi, je n'ai pas pu deviner le tien. Donc, du coup, bon, on considère que ça n'a jamais eu lieu. Et on n'en parle plus. Allez, merci quand même de vous être prêtés au jeu. Bon, apprenez également à faire quelques tours sur YouTube, ça et là, si vous avez le temps.
pour pouvoir découvrir les différentes sorties des artistes, pas forcément béninois, mais d'ailleurs aussi, ça va vous permettre d'avoir une culture en matière de chansons, de musique, tout ce que vous savez là. Allez, merci quand même, merci à vous tous, merci aux téléspectateurs. Vous, certainement à la maison, vous avez pu reconnaître les artistes, peut-être parce que vous vous retrouvez dans cette playlist-là. Merci de vous être prêté également au jeu. On va se donner rendez-vous demain, si Dieu le veut. Passez une très belle journée et on se retrouve donc demain qui sera un autre jour. Bye bye.